Mason Blackwood n'avait même pas réalisé qu'il l'avait jeté. De l'autre côté du long couloir du domaine de Long Island, Monica Reyes se figea. Sa main reposait encore sur la poignée de porte en laiton poli. Son manteau gris était à moitié tombé d'une épaule. La manche captait le courant d'air de décembre qui s'infiltrait par l'entrée. 4 mots, 4 petits mots prononcés dans son téléphone dans la cuisine 90 secondes plus tôt, avaient frappé le chef mafieux le plus redouté de New York comme une balle en pleine poitrine. « J'ai un rendez-vous ce soir. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette histoire et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. C'est toujours émouvant de voir jusqu'où ces histoires voyagent à travers le monde. » Mason ne se souvenait pas d'avoir pris le verre de whisky. Il ne se souvenait pas d'avoir refermé ses doigts dessus. Il ne se souvenait que du son, ce craquement net et propre du cristal contre la pierre, et de la façon dont les épaules de Monica avaient sursauté d'un pouce au bruit. Elle se tourna lentement. Ses cheveux sombres étaient enrelevés dans le même chignon simple qu'elle portait le samedi. Elle tenait son sac à main comme si rien au monde ne venait de se passer, comme si elle ne s'était pas tenue dans sa cuisine 1 minute plus tôt, riant doucement dans un téléphone, et comme si elle n'avait pas prononcé les 4 mots qui avaient fissuré quelque chose qu'il avait passé 2 ans à sceller. Monsieur Blackwood. Sa voix était stable, prudente. « Est-ce que tout va bien, monsieur? » Il ne répondit pas tout de suite. Il ne le pouvait pas, car s'il ouvrait la bouche à ce moment-là, il avait peur de ce qui en sortirait. « J'ai laissé tomber le verre, dit-il finalement, d'un ton plat et contrôlé. Un mensonge si évident qu'il grimaça presque à sa propre voix. Les yeux de Monica se posèrent sur les éclats qui brillaient entre eux, puis se relevèrent vers son visage. Elle servait dans cette maison depuis 2 ans. Elle connaissait la différence entre un homme qui laisse tomber un verre et un homme qui en écrase un dans son poing. Elle ne dit rien. « Je vais nettoyer, monsieur. » Non, le mot sortit plus sec qu'il ne l'avait voulu. Les sourcils de Monica se soulevèrent d'une fraction de millimètre. Mason força sa main à se desserrer. « Laissez. Quelqu'un d'autre s'en occupera. Vous étiez sur le point de sortir. »« Oui, monsieur. Où allez-vous? » Elle marqua une pause. Il vit la pause. Il la catalogua comme il cataloguait chaque petite chose à son sujet. L'hésitation d'une demi-seconde, la façon dont son pouce pressait la lanière en cuir de son sac, le minuscule resserrement au coin de sa bouche. « Des courses, dit-elle, à 7 heures du soir. » Monica le regarda. Elle le regarda vraiment. Et Mason Blackwood, qui avait défié des sénateurs, des chefs rivaux et des procureurs fédéraux à travers des tables et un acajou, sentit sa cage thoracique se resserrer comme un poing qui se ferme. « J'ai aussi un dîner de prévu, » dit-elle prudemment. « Avec qui? » La question s'échappa avant qu'il ne puisse la retenir. Et au moment où elle atterrit dans l'air entre eux, Mason sut qu'il s'était trahi. Un patron ne demandait pas à sa femme de chambre avec qui elle dînait. Un patron ne demandait rien du tout à sa femme de chambre. C'était l'architecture de la chose. C'était le mur qu'il avait passé 24 mois à construire, brique par brique, entre ce qu'il ressentait et ce qu'il montrait. Monica ne répondit pas à la question. Elle se pencha, ramassa la lanière de son sac, ajusta son manteau et sortit par la porte d'entrée. Le lourd chêne se referma derrière elle avec un bruit sourd qui, pour Mason, ressembla au claquement d'une chambre forte. Il resta longtemps dans le couloir. Le lustre au-dessus de lui projetait une fine lumière jaune sur le marbre. Le cristal brisé scintillait sur le sol comme des dents. Quelque part à l'étage, la vieille horloge de grand-père sonna 7 heures, et Mason Blackwood, seul dans une maison de 30 pièces et 48 ans de silence, ne bougea pas. Monica n'alla pas dîner. Elle marcha 3 pâtés de maison le long de l'allée de gravier, se glissa à l'arrière de la berline noire qui attendait au portail et donna au chauffeur une adresse dans le Queens qui n'existait pas. 20 minutes plus tard, il le parla en espèces, regarda les feux arrière disparaître dans la nuit et rebroussa chemin à pied dans la neige vers l'entrée du personnel du domaine Blackwood. Elle avait passé 2 ans à apprendre à disparaître sans laisser de traces. L'escalier de service menant au 3e étage n'était pas éclairé. Elle le monta comme elle le faisait toujours, silencieusement, 3 volées de marche, et se glissa dans sa petite chambre au bout du couloir. Elle ferma la porte derrière elle. Elle la verrouilla. Elle n'alluma pas la lumière. Monica traversa la pièce sombre jusqu'à la table de chevet. Du tiroir du bas, elle sortit une Bible en cuir usé. Elle l'ouvrit au livre des Lamentations,
où les pages avaient été évidées en un compartiment rectangulaire net, et elle retira le dispositif d'enregistrement qui y était niché. Un petit rectangle noir, pas plus grand qu'une boîte d'allumettes. Matériel standard, propriété fédérale. Elle appuya sur le bouton. La minuscule lumière rouge clignota. Agent Reyes, jour 723. Sujet Blackwood, Mason Theodore. Surveillance du soir poursuivie. Aucune communication entrante ou sortante d'intérêt. Le sujet est apparu émotionnellement compromis à 19 heures. Elle fit une pause. Elle effaça la dernière phrase. Elle essaya de nouveau. Le sujet est apparu agité à 19 heures. Cause inconnue. Un autre mensonge. La cause n'était pas inconnue. La cause, c'était elle. Debout dans sa cuisine, son téléphone collé à l'oreille, prononçant 4 mots qui n'avaient rien à voir avec l'affaire et tout à voir avec l'homme. Elle posa l'enregistreur sur le bureau et s'assit sur le bord du lit étroit. 2 ans plus tôt, elle avait franchi la porte d'entrée de cette maison avec un CV falsifié et un dossier manille rempli de références fabriquées. Monica Hayes, 22 ans, originaire du Bronx, parent décédé, 3 ans d'expérience en entretien ménager dans un hôtel de Yonkers, qui, sur le papier, l'avait employée et qui, en réalité, était une antenne du bureau. La couverture avait été construite par la meilleure équipe de documentation de Quantico. Son vrai nom était Monica Reyes. Elle avait 24 ans. Elle était titulaire d'une maîtrise en justice pénale de l'Université de Columbia et elle avait été la plus jeune recrue de l'agent spécial Sarah Chen dans la division du crime organisé. Sa mission était simple sur le papier. S'infiltrer dans la maison des Blackwood, documenter les opérations, identifier les schémas, monter le dossier que le bureau essayait de monter depuis 30 ans. Cela n'avait pas été simple, car en 723 jours à l'intérieur de cette maison, Monica Reyes n'avait pas trouvé une seule preuve pour étayer le dossier que le bureau lui avait remis le premier jour. Pas de registre de drogue, pas d'appel codé, pas de vêtements ensanglantés dans la buanderie, pas de corps. Elle avait observé Mason Blackwood pendant 2 ans, et ce qu'elle avait documenté était tout autre chose. Un homme qui avait donné une somme à 6 chiffres à la veuve du jardinier le mois de la mort de son mari. Un homme qui finançait 3 orphelinats dans le Queens sous de faux noms. Un homme qui mangeait seul à une table conçue pour 12 personnes. Elle prit le téléphone prépayé sur son oreiller et composa un numéro. Sarah Chen répondit à la 2e sonnerie. Reyes, situation, j'ai besoin de plus de temps. Vous avez eu 2 ans, je sais comment ça sonne, mais quelque chose ne va pas avec le dossier Blackwood. L'homme que j'observe n'est pas l'homme que vous m'avez décrit le premier jour. Je n'ai rien sur lui. J'ai moins que rien. Une longue pause à l'autre bout du fil. Reyes, êtes-vous compromise? La question resta en suspens. Monica regarda par la petite fenêtre de sa chambre du 3e étage. En bas, dans le jardin saupoudré de neige, elle pouvait voir la silhouette de Mason Blackwood, debout seul sur la terrasse, les mains dans les poches, la tête inclinée vers le ciel sombre. « Non, dit-elle, je ne suis pas compromise. » Elle mit fin à l'appel avant que sa voix ne puisse la trahir. Et puis Monica Reyes s'assit seule dans le noir et se demanda pourquoi. Il y a 4 heures, elle avait raconté un petit mensonge sur un dîner qui n'existait pas. Elle connaissait déjà la réponse. Elle l'avait dit pour protéger son propre cœur. Arthur Donovan le trouva dans le bureau à 9 heures. Le vieil homme ne frappa pas. Il n'avait pas frappé à cette porte en particulier depuis 30 ans. Pas depuis la nuit où Theodore Blackwood lui avait tendu un Glock et un nom et lui avait dit d'aller gagner sa place dans la famille. R avait 62 ans maintenant, les tempes grisonnantes, une fine cicatrice courant de son oreille gauche jusqu'à sa mâchoire, souvenir d'un hiver à Boston en 1994. Il avait porté Mason sur ses épaules quand le garçon avait 4 ans. Il lui avait appris à nouer une cravate à 11 ans, à nettoyer une blessure à 14 ans, à lire une pièce à 17 ans. Il connaissait cet homme mieux que quiconque. C'est pourquoi la vue de Mason Blackwood assis immobile dans le fauteuil en cuir près du feu, les yeux fixés sur le cristal brisé qui scintillait encore sur le sol du couloir à travers la porte ouverte, dit à Art tout ce qu'il avait besoin de savoir. « Tu as cassé un verre, dit Art. Je l'ai laissé tomber. Tu l'as cassé. » Mason ne leva pas les yeux. Art se versa 2 doigts de bourbon du buffet. Il n'en versa pas pour Mason. Il s'assit dans le fauteuil en face du feu et attendit,
Comme un père attend que son fils trouve les mots par lui-même. Parle-moi, gamin. Le mot gamin atterrit plus doucement qu'il n'aurait dû. Mason avait 37 ans. Il n'était plus un gamin depuis très longtemps, mais Art Donovan avait gagné le droit d'utiliser ce mot il y a longtemps, et il ne l'utilisait que lorsqu'il le pensait vraiment. Elle a dit qu'elle avait un rendez-vous. La voix de Mason était plate. Je l'ai entendue au téléphone. 2 ans qu'elle vit dans cette maison, et ce soir, elle a mis son manteau et est sortie par la porte d'entrée pour un homme dont je ne connais pas le nom. C'est sa vie, Mason, j'en suis conscient. Alors à quoi sert le verre? Mason le regarda enfin. Ses yeux étaient sombres et fatigués et contenaient quelque chose qu'Art n'avait pas vu en eux depuis les funérailles de la mère du garçon il y a 20 ans. Je me suis tenu à distance d'elle pendant 2 ans, dit Mason doucement. À cause de cette vie, parce que chaque femme que j'ai jamais laissé s'approcher de moi a été soit utilisée contre moi, soit enterrée, soit est partie avant le lever du soleil. J'ai décidé le jour où elle est venue dans cette maison qu'elle serait à l'abri de tout ça, à l'abri de moi. Elle entrerait, ferait son travail, partirait, rentrerait chez elle, vivrait sa vie. Elle ne saurait jamais ce que... Il s'arrêta. Il rit une fois, un rire court et amer. Elle ne saurait jamais. Et maintenant, elle a un rendez-vous. Et maintenant, elle a un rendez-vous. Art bout une lente gorgée de son bourbon. Écoute-moi, dit-il. Si tu portes ça depuis 2 ans et que tu ne le lui as jamais dit, c'est une chose avec laquelle tu peux vivre. Mais si tu commences à poser des questions qu'un patron n'a pas à poser, si tu commences à la faire suivre, si tu commences à fouiller sur l'homme qui l'a emmené dîner ce soir, Mason, ce n'est plus de l'amour. C'est autre chose, et tu le sais. Je ne la fais pas suivre. Pas encore. Le silence entre eux s'étira assez longtemps pour que le feu crépite 2 fois. Si elle compte pour toi, dit finalement Art, dis-le lui comme un homme. Ne deviens pas le genre d'homme qu'elle aurait raison de fuir. Mason ne répondit pas. Art posa son verre sur la table d'appoint. Il se leva. Il posa une main lourde sur l'épaule de Mason comme il l'avait fait le jour du 10e anniversaire du garçon, le jour de sa remise de diplôme, le matin de l'enterrement de son père. Puis il sortit du bureau, descendit le long couloir et sortit dans la nuit froide. Sa voiture était garée sous le chêne près du portail. Il se glissa dans le siège du conducteur. Il ferma la porte. Il resta assis un moment, les 2 mains sur le volant, respirant. Puis il sortit un 2e téléphone de la poche intérieure de son manteau, pas celui que Mason lui avait donné. Un autre, plus petit, moins cher, prépayé. Il composa un numéro qu'il avait mémorisé il y a 6 mois et jamais noté. L'homme à l'autre bout du fil décrocha à la première sonnerie. Donovan. Daniel. La voix d'Art était à peine un murmure. Nous avons une situation. Il est compromis. Le garçon est amoureux de la fille. C'est la seule faiblesse que j'ai vue en lui en 30 ans. Et de l'ouverture que vous attendiez. Un long silence satisfait. Merci, Arthur. Art mit fin à l'appel. Il posa le téléphone face contre le siège passager. De son portefeuille, avec des mains qui avaient commencé à trembler très légèrement, il sortit une petite photographie. Un jeune homme mince aux joues creuses et aux cernes sombres sous les yeux. Liam a 25 ans, 2 ans avant que l'héroïne ne l'emporte. « Je suis désolé, Mason », chuchota Art à la photographie, « mais c'est mon fils. » Il démarra le moteur et s'enfonça dans l'obscurité. Le lendemain soir, à 7h30, Monica entra chez Lucia sur la 46e rue Ouest. Le dîner qu'elle avait inventé 24 heures plus tôt pour protéger son propre cœur était, à la froide lumière du matin, devenu une vraie réservation sous un vrai nom dans un vrai restaurant italien de Midtown. Parce que Monica Reyes ne racontait pas de mensonges qu'elle ne pouvait pas étayer. Et parce que quelque part entre la fenêtre de sa chambre et le lever du soleil, elle avait décidé que si elle devait briser le silence de Mason Blackwood, elle le ferait avec une histoire qu'il pourrait vérifier s'il prenait un jour la peine de le faire. Daniel Cross était déjà à table. Il se leva quand il la vit. Il se levait toujours. C'était l'une de ces petites choses démodées chez lui qui avait charmé chaque juré dans chaque salle d'audience de la côte Est au cours des 7 dernières années. Il avait 34 ans, grand, un costume anthracite coupé précisément à ses épaules, une épingle en argent à son revers du ministère de la Justice. Le sourire qu'il lui fit quand elle traversa la pièce était le même sourire qu'elle voyait depuis qu'elle avait 9 ans. Monica, Danny. Il tira sa chaise, il lui embrassa le sommet de la tête.
Il commanda le Barolo sans demander, car il commandait du vin pour elle depuis son 21e anniversaire et elle ne s'en était jamais plainte une seule fois. « Ça fait combien de temps ?» demanda-t-il. « 4 mois de trop. » Il lui versa un verre. « Comment va la couverture ?» demanda-t-il. Et la question était légère, presque désinvolte, comme un grand frère s'enquiert d'un travail qui l'intéresse à moitié. Monica connaissait Daniel Cross depuis 15 ans. Ils s'étaient rencontrés au foyer pour enfants de Sainte-Marie dans le Bronx un mardi d'octobre, alors qu'elle était une fillette de 9 ans qui venait de perdre son père, et qu'il était un bénévole de 19 ans qui lisait des histoires aux plus jeunes le week-end. Il lui avait donné son exemplaire de Un raccourci dans le temps. Il l'avait aidé avec ses dossiers d'inscription à l'université. Il s'était tenu à ses côtés lors de sa prestation de sermon au FBI. Il avait été, de toutes les manières qui comptaient, la seule famille qui lui restait. Alors elle lui répondit honnêtement. « La couverture va bien, dit-elle. L'affaire, non. Ce qui veut dire que je suis dans cette maison depuis 2 ans, Danny. Et l'homme que le bureau m'a décrit le premier jour n'est pas l'homme que j'observe. » Daniel posa son verre de vin. « Continue. Il n'y a pas de registre dans les coffres forts. Il n'y a pas d'armes au sous-sol. Il n'y a pas d'appel tard dans la nuit. Il prend son petit déjeuner seul. Il lit surtout de l'histoire. Il finance 3 orphelinats dans le Queens sous des noms de sociétés écrans parce qu'il pense que personne ne le sait. Et l'un de ces orphelinats est Sainte-Marie, Daniel. Il signe des chèques pour l'endroit où toi et moi avons grandi depuis 19 ans. » Le visage de Daniel ne bougea pas, mais quelque part derrière ses yeux, très faiblement, quelque chose s'aiguisa. Monica ne le vit pas. « Il n'est pas ce que dit le dossier, » termina-t-elle doucement. « Je ne sais pas ce qu'il est, mais il n'est pas ce que dit le dossier. » Daniel resta silencieux un long moment. Il tourna son verre de vin d'un quart de tour sur la nappe blanche. Il sourit du petit sourire prudent qu'il utilisait devant les juges. « Monica, dit-il doucement, fais attention. » « Attention à quoi? »« À lui. Les hommes comme Blackwood ne survivent pas dans ce monde en étant évidents. Les chèques pour l'orphelinat, les petits déjeuners tranquilles, les coffres-forts vides, ce ne sont pas des accidents. C'est l'architecture d'un homme qui a décidé ce qu'il veut que le monde voit. Ne confonds pas la performance avec l'homme. Daniel, Monica. » Il tendit la main à travers la table et prit la sienne. Ses doigts étaient chauds. J'ai poursuivi 17 hommes comme Mason Blackwood en 7 ans. Chacun d'eux avait une femme de chambre qui pensait qu'il était incompris. Chacun d'eux avait un prêtre, une œuvre de charité, une histoire triste. Chacun d'eux était un monstre en dessous. Ne te laisse pas charmer par le diable. Il est très doué pour ça. C'est tout l'intérêt. Elle retira sa main lentement, non pas avec colère, mais en pleine réflexion. On dirait que tu le connais. Je lis son dossier depuis 5 ans, Monica. J'attends la bonne personne à l'intérieur depuis presque aussi longtemps. Il lui sourit. Tu es la bonne personne, il leva son verre. À toi, dit-il, et à la fin du travail. Elle leva son verre et le toucha au sien. Elle ne vit pas ce qui traversa son visage dans la demi-seconde, après que les bords du cristal se soient embrassés. Elle ne vit pas la façon dont ses yeux cataloguèrent chaque mot qu'elle lui avait donné au cours des 7 dernières minutes. Les orphelinats, les coffres-forts vides, les livres d'histoire, le fait que, contre tout instinct qu'on lui avait appris à réprimer, l'agent spécial Monica Reyes avait commencé à ressentir quelque chose pour la cible. Daniel Cross classa chaque détail comme un homme classe des munitions. Puis il lui sourit comme un frère, et il lui demanda comment s'était passée sa semaine. Pendant que Monica levait son verre à Midtown, Mason Blackwood était assis au bureau antique de son étude, un stylo-plume à la main et une feuille de papier à lettres couleur crème devant lui. Le blason des Sullivan était embossé en haut. La famille de sa mère. Il n'avait pas utilisé ce papier depuis 11 ans. Il écrivit 3 mots. Monica, G. Il s'arrêta. Il fixa la page. Il la raya. Il retira la feuille de la pile, la froissa lentement en une boule blanche serrée et la jeta dans le feu. Il en sortit une autre. Monica, depuis 2, froissée, brûlée. À 11 heures, il y avait 4 boules de papier dans l'âtre. À 1 heure du matin, 8. À 3 heures moins le quart, 11. Mason Blackwood, qui avait négocié la reddition de 3 familles rivales autour d'une seule table à Atlantic City, qui avait mis fin à une enquête du grand jury fédéral avec une seule phrase et un dossier, qui avait un jour dit à un sénateur de New Jersey exactement quoi dire à sa propre femme,
ne trouvait pas une seule ligne honnête à envoyer à la femme qui vivait 3 étages au-dessus de sa tête. Il posa le stylo. Il fixa les cendres de sa propre lâcheté. L'horloge de grand-père dans le hall sonna 3h30. Ses yeux dérivèrent malgré lui vers la photographie reliée en cuir sur le coin du bureau. Sa mère, Eleanor Blackwood, debout dans un jardin en 1991, dans une robe jaune, tenant la main d'un garçon sérieux, aux yeux sombres de 7 ans, qui n'avait pas encore appris ce que son père faisait dans la vie. Ce garçon l'avait appris 5 ans plus tard. Mason avait 12 ans lorsque Theodore Blackwood l'avait emmené au sous-sol de la maison de la 83e rue et avait déverrouillé une porte qu'aucun des enfants de la maison n'avait jamais été autorisé à ouvrir. Il y avait un homme attaché à une chaise dans cette pièce. Il y avait une bande de ruban adhésif sur la bouche de l'homme. Il y avait du sang sur le sol en béton que quelqu'un avait mal essayé de nettoyer. Theodore avait posé une main sur la nuque de son fils et avait dit très calmement « C'est ce que nous faisons ». Mason n'avait pas demandé ce que nous signifiait. Il avait déjà compris. Quelque chose à l'intérieur du garçon qui avait cru aux chevaliers et aux dragons avait fermé les yeux cette nuit-là et s'était endormi. Sa mère avait su. Il l'avait vu sur son visage au petit déjeuner le lendemain matin. Eleanor Blackwood n'avait pas dit un mot à son mari à ce sujet, mais elle avait passé les 5 années suivantes à mourir tranquillement à l'intérieur de sa propre maison. Les médecins avaient appelé ça un cancer lent. Mason avait toujours su la vérité. La dernière nuit de sa vie, alors qu'elle pesait 28 kilos et ne pouvait pas soulever sa propre tête de l'oreiller, elle lui avait pris la main. Il avait 17 ans. Elle l'avait regardé avec les yeux les plus clairs qu'il lui ait jamais vus. « Ne devienne pas ton père, Mason. » Il le lui avait promis. Il avait rompu cette promesse moins d'1 an après ses funérailles. Il se leva du bureau maintenant. Il se dirigea vers le miroir au-dessus de la cheminée. Il regarda l'homme dans le verre. 48 ans dans les yeux, 37 sur son permis de conduire, une mâchoire taillée dans la pierre, une cicatrice au-dessus du sourcil gauche d'une bouteille dans un bar de Boston, des cheveux qui commençaient à grisonner au temple exactement au même endroit que ceux de son père avaient grisonné en premier. « J'ai perdu 2 ans, dit-il à voix haute. L'homme dans le miroir n'était pas en désaccord. Mason avait passé chacun de ses 723 jours à se dire que son silence était un cadeau, que garder Monica à distance était la chose la plus gentille qu'il ait jamais faite pour un autre être humain, qu'une femme qui mettait des fleurs fraîches sur sa table de petit déjeuner chaque lundi méritait une vie qu'il ne pouvait pas lui donner, et que la seule chose honorable qui lui restait était de ne jamais y aspirer. C'était un beau mensonge. La vérité, qu'il voyait maintenant dans la froide lumière du miroir, était plus simple et plus laide. Il avait eu peur, lui qui avait défié des hommes armés, avait eu peur d'une femme tranquille avec des fleurs sur les mains et une voix douce qui disait « Bonjour, monsieur », parce qu'elle pouvait dire non. Et personne avec une arme n'avait jamais vraiment pu lui dire non. Pas vraiment, mais elle le pouvait. Et il avait construit tout son silence autour de la terreur de l'entendre. Plus maintenant. Il retourna au bureau, il reboucha le stylo plume, il le posa à côté du papier à lettres embossées et du tas de cendres refroidissant dans l'âtre de la cheminée. Le matin, quand elle descendrait pour faire son café, il le dirait, pas sur papier, pas à distance, comme un homme dans sa propre cuisine. En face d'elle, il se dirigea vers la fenêtre. Il tira le lourd rideau de velours. Dehors, sur les jardins sombres du domaine de Long Island, les premiers flocons de neige doux avaient commencé à tomber. 6 heures du matin, la cuisine du domaine Blackwood était chaude. Monica était debout depuis 5 heures. Elle n'avait pas dormi plus de 2 heures. Le dîner avec Daniel s'était terminé juste avant 11 heures. La voiture pour rentrer à Long Island avait mis 1 heure dans la neige, et le reste de la nuit, elle l'avait passé allongée sur le dos, fixant le plafond, rejouant chaque mot que son frère avait dit sur l'homme dont elle moulait maintenant le café à la main. La bouilloire sifflait sur la cuisinière. Dehors, les jardins étaient devenus blancs pendant la nuit. Elle mesura le café moulu comme elle l'avait fait chaque matin pendant 2 ans. Pas de sucre, une température précise qu'elle avait apprise en le regardant repousser ses 3 premières tasses sans commentaire. Elle posa la tasse sur sa soucoupe. Elle posa la soucoupe en tête de la longue table en chêne. Elle ne l'entendit pas entrer. « Bonjour, Monica. » Elle se tourna. Mason se tenait dans l'embrasure de la porte dans un pull en cachemire anthracite. Pas de veste, les cheveux encore humides de la douche. Ses yeux étaient rouges.
La peau en dessous était de la couleur du papier meurtri. « Bonjour, Monsieur Blackwood. Votre café est sur la table. »« Merci. » Il ne s'assit pas. « Je vous dois des excuses. » Elle se figea, la main sur la bouilloire. « Pourquoi, monsieur? »« Pour hier soir. Pour avoir cassé le verre, pour vous avoir posé une question que je n'avais pas le droit de poser. Ça ne se reproduira pas. » Un long silence. Elle lâcha la bouilloire. Elle s'essuya les mains sur la serviette à sa taille. Elle lui fit face à travers la cuisine. « Merci, Monsieur Blackwood. J'aimerais, dit-il prudemment, vous demander autre chose. Quelque chose que j'aurais dû demander il y a longtemps. Et vous pouvez me dire de me mêler de mes affaires et je l'accepterai. » Elle hocha lentement la tête. « Votre mère ?» Le mot atterrit entre eux comme une pierre jetée dans une eau calme. À Miami. Il observa son visage. « Va-t-elle bien? » Monica ne répondit pas pendant plusieurs secondes. Parce qu'en 2 ans dans cette maison, en 723 matins de café, de linge plié et de petits déjeuners silencieux, Mason Blackwood ne lui avait jamais posé de questions sur sa famille, ni sur sa ville natale, ni sur ses parents, ni si elle avait des frères ou des sœurs ou quelqu'un dans le monde qui attendait qu'elle appelle le dimanche. Elle avait mentionné Miami exactement une fois, il y a 4 mois, en passant, quand elle avait demandé un jeudi de congé et offert une demi-explication qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il se souvienne. Il s'en était souvenu. « Elle ne va pas bien, monsieur. Qu'est-ce que c'est? » Son cœur. À quel point? Les médecins disent un an, peut-être moins. Mason resta silencieux un long moment. Il baissa les yeux sur la tasse de café. Il releva les yeux vers elle. « Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? » « Il y a 14 mois. » La cuisine tic-taquait autour d'eux d'une manière qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. L'horloge au-dessus de la cuisinière, le radiateur à la fenêtre, le goutte-à-goutte lent de la bouilloire qu'elle avait oublié d'éteindre. Monica. « Oui, monsieur, vous irez à Miami ce week-end. J'organiserai le vol. J'organiserai une voiture pour votre mère. Votre poste dans cette maison vous attendra avec plein salaire aussi longtemps que vous aurez besoin d'être avec elle. Ne discutez pas avec moi. C'est la seule chose décente que j'ai faite dans cette cuisine en 2 ans. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Monica Reyes semblait stupéfaite. « Monsieur Blackwood. » Monica. Il fit un pas vers la table. Pas assez près pour l'envahir, juste assez près pour qu'elle puisse voir que ses mains n'étaient pas entièrement stables. « Il y a une autre chose que je veux vous dire, et je veux le dire maintenant, pendant que j'en ai encore le courage. » Elle ne bougea pas. « Pendant 2 ans, dit-il doucement, je vous ai regardé mettre un vase de fleurs fraîches sur cette table chaque lundi. Je vous ai regardé vous souvenir que je prends mon café sans sucre. Je vous ai regardé plier une vie autour de moi avec vos mains, et je n'ai rien dit parce que je me disais que c'était de la chose la plus gentille à faire. J'ai décidé au cours des 10 dernières heures que ce n'était pas le cas. C'était l'acte d'un lâche, et je ne suis pas un lâche dans aucune autre pièce de cette maison, Monica, et je ne le serai plus dans celle-ci. Je veux... » Le téléphone sur le mur de la cuisine sonna, strident, soudain, coupant net la phrase à moitié terminée et l'espace qu'elle était sur le point de remplir. Monica sursauta. Mason ne bougea pas. Le téléphone sonna de nouveau. À la 3e sonnerie, de la manière dont elle avait répondu au téléphone dans cette cuisine pendant 2 ans, de la manière dont son travail l'avait formée à y répondre, Monica passa devant lui et décrocha le combiné. Residence Blackwood. Elle écouta. La couleur quitta son visage dans une lente vague descendante, de la racine de ses cheveux à sa gorge. Elle se tourna très lentement. Elle lui tendit le combiné et sa main tremblait si finement que c'était presque invisible. « Monsieur, chuchota-t-elle, c'est pour vous. Il dit que c'est urgent. »« Qui est-ce? » Elle déglutit. « Il dit que son nom est l'homme avec qui j'ai dîné hier soir. » Mason traversa la cuisine en 3 pas. Il ne lui prit pas le combiné tout de suite. Pendant une seconde entière, leurs doigts se chevauchèrent sur le plastique noir et froid, et Monica le regardait avec une question qu'elle ne pouvait pas poser et qu'il ne pouvait pas répondre. « Montez à l'étage, Monica. »« Monsieur, montez à l'étage, s'il te plaît. Je viendrai te trouver quand ce sera fini. » Elle ne bougea pas au début. 2 ans d'obéissance dans cette cuisine, et maintenant elle tenait bon dans une cuisine pleine de lumière matinale et ne voulait pas s'en aller. « Est-il en difficulté? » chuchota-t-elle. « Monsieur, l'homme au téléphone, est-il en difficulté? Je ne sais pas encore. Va,
Je te dirai tout ce que je peux quand j'aurai raccroché, je te le promets. Le mot promesse atterrit quelque part entre eux. Mason n'avait jamais fait de promesse à Monica auparavant. Pas en 2 ans. Elle lâcha le combiné. Elle fit un pas en arrière, puis un autre. Puis elle se tourna et sortit de la cuisine, et Mason attendit d'entendre ses pas atteindre le 2e palier de l'escalier de service avant de porter le téléphone à son oreille. Tout ce qu'il y avait de doux en lui se transforma en pierre. Qui est-ce? Un petit rire confiant à l'autre bout du fil. Le rire d'un homme qui croyait tenir une bonne carte. « Bonjour, Monsieur Blackwood. Je vous ai demandé qui c'est. Mon nom est Daniel Cross. J'ai dîné hier soir avec une jeune femme très charmante. Je crois que vous la connaissez. » Le nom traversa l'esprit de Mason comme une lame. Cross, procureur fédéral, District Est de New York. L'homme dont le visage avait été en première page du Times il y a 11 mois pour avoir résolu l'affaire Salvatore. L'homme qui avait mis 3 caparaciums de la famille Genovese dans un avion de transport vers un Supermax au Colorado. L'homme dont l'avocat de Mason l'avait prévenu nommément lors d'un déjeuner privé en mars avec les mots « Celui-ci est différent. Monsieur Cross, vous vous souvenez? » Bien, je craignais de ne pas avoir fait assez d'impression. Que voulez-vous? Vous féliciter principalement. Votre femme de chambre est une femme charmante, intelligente, jolie, gentille. Elle parle de vous très chaleureusement, vous savez, pas comme d'un employeur, comme d'un homme qu'elle admire. J'ai pensé que vous devriez l'entendre de quelqu'un. La main libre de Mason se ferma lentement en un poing à son côté. Dites ce que vous êtes venu dire, Cross. Je poursuis votre famille depuis 5 ans, Monsieur Blackwood. Votre père quand il était en vie. Vous depuis que vous avez pris la relève. J'ai monté 3 dossiers contre l'organisation Blackwood et 3 fois vos avocats ont fait disparaître ces dossiers avant qu'ils n'atteignent un grand jury. Je vais être honnête avec vous. Ça a été frustrant. Allez au fait. Le fait est que votre femme de chambre est l'information la plus utile que j'ai acquise en 5 ans. Je ne l'ai pas cherchée. Je la connaissais déjà. C'est une personne de ma propre vie. Et j'ai appris seulement la semaine dernière qu'elle travaille sous votre toit. Imaginez ma surprise. Une pause. J'ai l'intention de la revoir. Demain soir, le soir d'après. Tous les soirs où elle voudra de moi. En fait, jusqu'à ce que votre maison s'effondre. Elle est belle, n'est-ce pas? Et elle dort 3 étages au-dessus de votre tête. Vous avez dû le remarquer. Si vous la touchez, vous allez quoi, Monsieur Blackwood? La voix de Mason descendit à un niveau qu'il ne lui avait pas laissé atteindre en 7 ans. Si vous l'emmenez à un autre dîner, si vous lui envoyez une seule fleur, si vous osez même rappeler cette maison, Cross, j'effacerai votre nom de la carte de cette ville. Je le ferai lentement. Je le ferai personnellement et je ne m'excuserai auprès de personne quand ce sera fini. Un silence, puis Daniel Cross rit doucement. Le rire était différent cette fois, plus petit, satisfait. « Bien, dit-il. Bien, Monsieur Blackwood. C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. Merci. Transmettez mes salutations à Monica. » La ligne se coupa. Mason resta debout, tenant le combiné. La tonalité bourdonnait à son oreille comme un insecte. Il reposa le téléphone sur son socle très lentement, et sa main tremblait, et il détestait sa main de trembler. Il venait de dire à un procureur fédéral sur une ligne enregistrée qu'une femme dans sa maison comptait pour lui. Il l'avait dit de sa propre bouche. Il avait menacé un officier du ministère de la Justice à son sujet dans le langage d'une guerre de 30 ans qu'il avait passé 5 ans à essayer d'enterrer. Il avait donné à Daniel Cross tout le levier que l'homme cherchait. Il lui avait donné l'arme, la balle et l'adresse. Et à l'autre bout de cette ligne, dans un bureau du sud de Manhattan, Daniel Cross était déjà en train de prendre son enregistreur. Le 3e étage du domaine Blackwood était une partie de la maison que Mason n'avait pas traversée depuis 18 mois. Il monta lentement l'escalier de service, une main sur la rampe. Le couloir en haut était étroit et sombre, 6 portes fermées. Il réalisa à mi-chemin qu'il ne savait pas laquelle était la sienne. Il dut frapper à la première pour demander. Une jeune femme de chambre nommée Daisy ouvrit, les yeux écarquillés à sa vue. « La chambre de Mademoiselle Monica, monsieur. 3 portes plus loin sur la gauche. » Il parcourut le couloir comme un homme marchant vers sa propre condamnation. Il s'arrêta à la porte. Il leva la main, il la baissa, il la releva, il frappa. « Monica. » Un silence. « Monica, c'est moi. » Une pause, puis, doucement de l'intérieur, « Entrez, Monsieur Blackwood. » Il ouvrit la porte.
Elle était assise sur le bord d'un petit lit. Elle n'avait pas changé l'uniforme gris qu'elle portait en semaine. Ses mains étaient soigneusement jointes sur ses genoux. Il y avait une seule photographie sur sa table de chevet d'une Monica plus jeune, peut-être 19 ans, debout à côté d'une femme plus âgée sur un porche au soleil. Ses étagères étaient rangées par la couleur des dos des livres. Il remarqua ces deux choses dans la même demi-seconde et y penserait séparément pour le reste de sa vie. Elle leva les yeux vers lui. Il ne s'assit pas. Il n'y avait nulle part où s'asseoir qui ne soit pas son lit. Et il ne lui ferait pas ça. L'homme avec qui vous avez dîné hier soir, dit-il. Son nom est Daniel Cross. Son visage ne changea pas, car elle le savait déjà. C'est un procureur fédéral du District Est de New York. Il monte des dossiers contre ma famille depuis 5 ans. Il ne vous a pas rencontré par accident, Monica. Il savait où vous travailliez. Il vous a trouvé. Il vous a emmené dîner hier soir parce qu'il voulait un moyen de m'atteindre. Elle ne bougea pas pendant plusieurs secondes. Puis elle pressa une main sur sa bouche. Le son qui en sortit était petit, brisé et entièrement réel. Parce que la partie d'elle qui aimait Daniel Cross comme un frère, la partie qui n'avait pas encore rattrapé la vérité que son esprit entraîné commençait à assembler, venait d'apprendre que la seule famille qui lui restait l'avait utilisé comme appât. Il a dit sa voix se brisa. Il a dit qu'il s'était inquiété pour moi. Il a dit qu'il avait entendu parler de mon travail par un ami. Il a dit qu'il prenait juste de mes nouvelles. Ce n'était pas le cas. Il a dit, elle se couvrit le visage des deux mains. Il a dit que l'orphelinat était dur pour lui aussi, qu'il avait pensé à nous, à quand nous étions enfants. Il a parlé de ma mère, Mason. Il a demandé comment elle allait. Il m'a tenu la main. Elle pleurait maintenant, silencieusement, sans bruit. Les larmes n'étaient pas pour Daniel. Les larmes étaient pour la jeune fille de 15 ans à Sainte-Marie, qui avait un jour écrit une lettre à la petite souris et l'avait donnée à un bénévole de 19 ans, un poule bleu. Les larmes étaient pour chaque carte de Noël, chaque dossier d'inscription à l'université, chaque appel téléphonique tard dans la nuit, chaque instant d'une amitié de 15 ans qui était, elle le comprenait maintenant avec une certitude froide et grandissante, une longue et minutieuse opération. Mason traversa la pièce. Il ne la toucha pas. Il s'agenouilla lentement sur un genou à côté du lit pour que son visage soit au niveau du sien et il garda ses mains sur ses propres cuisses. Monica. Il m'a tenu la main, chuchota-t-elle de nouveau. C'est de ma faute. Elle leva les yeux. Il est venu à vous parce que vous travaillez pour moi, dit Mason. Il vous a trouvé à cause de moi. Quoi qu'il vous ait fait, quoi qu'il essaie de faire, la raison pour laquelle il vous a choisi est mon nom. Je vais arranger ça. Je ne sais pas encore comment, mais je vais arranger ça. Je le jure sur ma mère. Elle ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas, car la partie d'elle qui était encore l'agent Reyes avait commencé, au cours des 90 dernières secondes, à assembler une carte différente. Une carte dans laquelle Daniel Cross avait été son mentor pendant 15 ans, dans laquelle Daniel Cross l'avait personnellement recommandé pour Quantico, dans laquelle Daniel Cross, 6 mois après le début de sa formation, avait discrètement suggéré que la division du crime organisé était l'endroit où ses dons brilleraient, dans laquelle Daniel Cross avait été au bout du fil lorsque l'agent Sarah Chen avait lancé le nom de Blackwood pour la mission d'infiltration il y a 2 ans et 2 mois. Il ne l'avait pas trouvé la semaine dernière. Il l'avait placé là. Monsieur Blackwood. Sa voix était faible. J'ai besoin d'être seul maintenant. S'il vous plaît. Il se leva. Il hocha la tête une fois. Il se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il s'arrêta et, sans se retourner, il dit « Je suis désolé, Monica. » Il la ferma doucement derrière lui. Elle resta assise très immobile sur le bord du lit pendant un long moment. Elle ne tremblait pas parce que Daniel Cross lui avait menti à propos d'un dîner. Elle tremblait parce que l'homme qu'elle avait le plus aimé au monde l'avait pointé sur Mason Blackwood pendant 15 ans. À la même heure où Mason fermait la porte d'une petite chambre au 3e étage de son domaine, Arthur Donovan déverrouillait une autre porte dans une autre partie du monde. L'appartement se trouvait au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur près de l'avenue Webster dans le Bronx. Le couloir sentait la graisse rance et la vieille peinture. La moquette avait été de la couleur du vin rouge autrefois. Elle était maintenant de la couleur du sang séché. R monta lentement les 4 étages. Il s'arrêta au 3e palier pour reprendre son souffle, ce qu'il n'avait pas eu à faire il y a 5 ans, et il détestait ses poumons pour ça. Appartement, 4C. Il entra avec sa propre clé. L'odeur le frappa en premier.
Sueur, vomi, quelque chose de chimique en dessous qui n'était pas là la semaine dernière. Une femme en blouse blanche se leva d'une chaise pliante à côté du lit. L'infirmière privée. Elle hocha la tête une fois à Art et se retira silencieusement dans la cuisine pour lui laisser la pièce. Liam Donovan était sur le matelas, contre le mur du fond. Il avait 28 ans. Il en paraissait 40. Ses bras étaient plus minces qu'ils n'auraient dû l'être. Il y avait des bandages à l'intérieur de ses deux coudes. Ses yeux, quand ils trouvèrent son père dans l'embrasure de la porte, étaient les yeux d'un petit animal dans un piège. « Papa, je suis là, fiston. Papa, s'il te plaît. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Les murs bougent, je lui ai dit. Je lui ai dit que les murs bougeaient et elle ne voulait rien me donner. S'il te plaît, juste assez pour arrêter les murs. S'il te plaît. » Art traversa la pièce. Il s'assit sur le bord du lit. Il prit la main de son fils. Elle était moite. Elle était si légère qu'elle ne pesait presque rien. Il la tint comme il l'avait tenue le jour de la naissance de Liam à l'hôpital de Lenox Hill, il y a 28 ans et 2 mois. Et on lui avait dit que le bébé était en bonne santé et il avait pleuré contre la fenêtre de la maternité pendant 1 heure parce qu'il n'avait pas su que la vie d'un homme pouvait se diviser si nettement en deux. 3 jours de plus, fiston. 3 jours de plus à la dose élevée et ensuite il t'emmène à l'établissement du Connecticut. Le bon, celui dont je t'ai parlé. Tu dormiras. Tu mangeras. Les murs s'arrêteront. Je ne peux pas attendre 3 jours de plus. Tu le peux. Tu le dois, papa. Tu le peux. Il le serra jusqu'à ce que le pire des tremblements se calme. L'infirmière revint avec un petit gobelet en papier d'eau. Art le lui prit. Il aida Liam à en boire la moitié. Il attendit que les yeux du garçon se ferment. Puis il se leva. Il mit la main dans son manteau. Il en sortit une épaisse enveloppe blanche. Il la tendit à l'infirmière. C'est pour le reste du mois. Elle l'a pris sans compter. Elle avait arrêté de compter après la première enveloppe il y a 6 mois. Elle connaissait maintenant le poids de 15 000 $ en billets de 50. « Merci, Monsieur Donovan. » Il hocha la tête. Il sortit. Dans sa voiture, dans le froid, dans la ruelle derrière le bâtiment, Arthur Donovan s'assit les 2 mains sur le volant et se souvint de la nuit où tout avait commencé. C'était en juin, à la taverne Old Forge près de la FDR, un mardi. Art en était à son 3e bourbon quand un homme en costume anthracite s'était glissé sur le tabouret à côté de lui. Plus jeune, rasé de près, une petite épingle en argent à son revers. « Je sais pour Liam », avait dit l'homme doucement. « Je sais que Mount Sinai l'a refusé en décembre dernier. Je sais pour l'avis d'expulsion de l'appartement. Je sais pour le sac de fentanyl que votre femme a trouvé dans son bureau avant de vous quitter. » Art n'avait pas tourné la tête. « Je peux mettre votre fils dans le meilleur programme de désintoxication du pays. » L'homme avait continué. « Hôpital McLean, Belmont, Massachusetts, suite privée, 6 mois. Je paierai pour tout. Il vivra. Monsieur Donovan, il vivra. » Art s'était finalement tourné. « Que voulez-vous? » « Une chose. » L'homme avait dit. « Des informations sur Blackwood. » L'homme avait posé une carte de visite sur le bar entre eux. Daniel Cross, bureau du procureur des États-Unis. Art démarra la voiture. Il sortit le téléphone prépayé de la poche de son manteau. Il composa le numéro qu'il avait mémorisé il y a 6 mois et qu'il mémoriserait pour le reste de sa vie. Daniel répondit à la première sonnerie. « Donovan. Il est allé dans sa chambre ce matin, Daniel, au 3e étage. Il n'y était pas monté depuis 18 mois. Il lui a parlé de vous. Il lui a dit exactement qui vous êtes. Et puis, il est redescendu de ses escaliers et il avait un visage que je n'avais pas vu en 30 ans. Ce qui veut dire que le garçon est amoureux d'elle, vraiment, complètement. C'est la seule faiblesse que j'ai jamais vue en lui. Daniel, en 30 ans, vous avez votre ouverture. » Un petit silence satisfait. « Merci, Arthur. » Art mit fin à l'appel. Il posa le téléphone face contre le siège passager. Il appuya son front contre le froid du volant. Il ferma les yeux. Ses épaules bougèrent 1 fois, 2 fois, d'une manière qu'elles n'avaient pas bougé aux funérailles de son propre père. « Je suis désolé, Mason, » chuchota-t-il dans la voiture vide. « Je suis tellement désolé, mais c'est mon fils. » Dehors, la neige dans la rue du Bronx commençait déjà à se transformer en gadoue grise. Le café se trouvait à un coin tranquille de Carroll Gardens. Monica l'avait choisi 3 mois plus tôt. 2 sorties, pas de caméra de sécurité à l'intérieur.
Une banquette au fond où le banc faisait face à la porte. Elle était venue ici avec Sarah Chen exactement 4 fois en 2 ans. Et à chaque fois, la même banquette était vide à son arrivée, comme si l'univers avait accepté de garder un petit coin de la ville neutre pour elle. Sarah attendait déjà quand Monica se glissa sur le siège en face d'elle. 40 ans, une mèche argentée à une tempe, un manteau de laine noire plié sur la banquette à côté d'elle, une tasse de thé intacte. Sarah Chen dirigeait la division du crime organisé du bureau de New York depuis 6 ans. Elle avait mis plus de capos en prison fédérale que n'importe quel agent du bâtiment. Elle avait aussi appris à Monica à mentir avec son visage, à entrer dans une pièce comme une personne qui n'existait pas et à écouter les choses qu'une cible ne disait pas. Elle regarda Monica maintenant et dit « Tu as une sale mine, Reyes. Quelque chose ne va pas, madame. Avec l'opération. Avec moi, avec tout. » Monica retira ses gants doigt par doigt. Elle les posa sur la table entre elles. Elle garda la voix bête. Daniel Cross m'a emmené dîner hier soir. Sarah ne bougea pas, mais ses yeux s'aiguisèrent comme un couteau s'aiguise. Daniel Cross, le procureur fédéral. Oui. Votre frère? Oui. Daniel Cross ne vous a pas invité à dîner depuis 2 ans. Reyes, pas depuis que vous êtes sous couverture. C'était le protocole. Nous étions d'accord. Il l'a enfreint. Et vous y êtes allé. J'y suis allé parce que c'est mon frère. J'y suis allé parce qu'il a dit qu'il s'inquiétait pour moi. J'y suis allé parce que j'ai 24 ans et que je n'ai pas partagé un repas avec un autre être humain qui connaît mon vrai nom depuis 243 jours. Sarah soutint son regard un moment de plus, puis elle se pencha en avant sur la table. Monica, écoutez-moi très attentivement. Il y a une rumeur à l'intérieur du bâtiment. Je l'entends depuis 4 mois. Je ne vous l'ai pas rapporté parce que je n'avais pas assez d'éléments pour la confirmer et je ne déstabiliserai pas un agent sur une rumeur. Mais vous êtes assise en face de moi avec les mains qui tremblent et ça change la donne. Quelle rumeur que Daniel Cross mène cette affaire pour son propre compte. Que le bureau a été un véhicule, que les mandats que nous avons rédigés, les assignations que nous avons signées, les agents que nous avons positionnés ne construisent pas le dossier que le bureau de terrain pense qu'ils construisent. Ils construisent autre chose, quelque chose qu'il veut personnellement. Monica ne s'y a pas. Sa formation maintenait son visage immobile, mais sous ce visage immobile, 15 ans de souvenirs avaient commencé, très tranquillement, à se réorganiser. Elle pensa à un bénévole de 19 ans, un pull bleu, lui tendant un exemplaire de poche de Un raccourci dans le temps en octobre 2010. Elle pensa à un étudiant en droit de 23 ans, se présentant à son foyer d'accueil en février 2012, la semaine où son appendice s'était rompu, avec un sac de place à emporter et une carte de bon rétablissement que personne d'autre n'avait pris la peine d'envoyer. Elle pensa à un procureur adjoint de 26 ans, l'aidant avec son dossier de candidature au FBI, 2 heures et demie à sa table de cuisine, au printemps de sa dernière année à Columbia. Elle pensa à un procureur fédéral de 30 ans à sa cérémonie de prestation de sermon à Quantico, souriant pour la photo avec une main sur son épaule. Elle pensa à un homme de 32 ans, il y a 2 ans et 2 mois, dans une salle de conférence du sud de Manhattan, se penchant vers l'agent Sarah Chen et disant « J'ai une recrue dans votre division, Reyes. Elle est brillante, elle a faim, elle est clean, elle serait parfaite pour l'affaire Blackwood. » Les mains de Monica se refermèrent sur le bord de la table. Elle n'avait jamais dit à Daniel quel cas le bureau lui avait assigné. Il ne savait pas dans quelle maison elle était. C'est ce qu'elle s'était dit pendant 2 ans. C'est ce qu'il l'avait laissé croire. « Madame, oui, il m'a recommandé pour cette mission. Daniel, c'est lui qui a mis mon nom devant vous. » C'est exact. Il m'a dit au dîner hier soir qu'il n'avait appris que la semaine dernière que je travaillais dans la maison des Blackwood. Il l'a dit nonchalamment, comme s'il venait de le découvrir. Le visage de Sarah ne changea pas, mais quelque chose dans son immobilité changea. C'est un mensonge, Reyes. Je sais que c'en est un. Les 2 femmes s'assirent l'une en face de l'autre dans la banquette chaude et confortable d'un café tranquille de Brooklyn. Le radiateur cliquetait le long du mur. Le barista essuyait un comptoir. La cloche au-dessus de la porte tinta une fois alors qu'une femme entrait pour commander une camomille. Monica Reyes, agente spéciale du Bureau fédéral d'investigation, regarda son agent de liaison de l'autre côté de la table avec la certitude froide d'une personne qui vient de comprendre, 15 ans trop tard,
que la seule famille qu'elle ait jamais eue était l'architecte de sa propre ruine. Il m'a piégé depuis le début, n'est-ce pas, madame? Sarah Chen ne répondit pas tout de suite. Quand elle parla enfin, sa voix était très calme. Reyes, je pense que vous devez découvrir ce que votre frère veut vraiment de Mason Blackwood, parce que je ne crois plus que ce soit une condamnation. Monica prit le train pour rentrer à Long Island au crépuscule. Au moment où la voiture de la gare s'engagea dans la longue allée de gravier, la neige avait recommencé à tomber, plus lourdement cette prise, le genre de neige qui ne plaisante pas. Elle tombait sur les jardins et sur le toit d'ardoise du domaine et sur les chênes nus le long de l'avenue. Et au moment où Monica sortit sous le portique d'entrée, le monde était devenu blanc et silencieux. Enzo la rencontra à la porte. « Mademoiselle Monica, Monsieur Blackwood demande si vous voulez bien vous joindre à lui pour le dîner. » Elle leva les yeux. « Ce soir, dans la salle à manger formelle, à 8 heures, il a dit de vous dire que ce n'est pas une instruction. » Monica resta un long moment dans le hall d'entrée, dans son manteau saupoudré de neige. Elle pensa à la planque à Hudson, où elle pourrait être dans 4 heures. Elle pensa aux dernières mots de Sarah Chen 1 heure et demie plus tôt dans ce café de Brooklyn. Elle pensa au dossier à l'intérieur de sa Bible dans sa chambre, à la photo de sa mère sur sa table de chevet, et à l'homme un étage en dessous d'elle qui lui avait demandé ce matin, pour la première fois en 2 ans, si sa mère allait bien. « Dites-lui que je serai là. » Elle monta. À 8 heures, elle entra dans la salle à manger formelle vêtue d'un simple pull noir et d'un pantalon sombre. Pas d'uniforme, pas de tablier. Mason se leva de la tête de table quand elle entra, de la même manière qu'elle l'avait vu se lever pour des sénateurs et des évêques, et il tira la chaise à sa droite. Il n'y avait que 2 couverts. 2 bougies, du poulet rôti, un petit plat de haricots verts, du pain que quelqu'un dans la cuisine avait cuit il y a 1 heure. La longue table qui avait été construite pour 12 personnes semblait plus petite ce soir. « Monica, Monsieur Blackwood, asseyez-vous s'il vous plaît. » Elle s'assit, il ne versa pas de vin. Il versa de l'eau pour eux deux, il attendit qu'elle ait bu une gorgée avant de s'asseoir lui-même. « Je vous ai invité à dîner, dit-il, parce que je vous dois le reste d'une phrase que j'ai commencée ce matin dans la cuisine, et parce que je ne veux pas le dire à travers une porte fermée au 3e étage. Vous pouvez m'arrêter à tout moment. Vous pouvez partir à tout moment. Vous ne me devez rien. » Elle posa son verre. « D'accord. Quand j'avais 7 ans, dit Mason, ma mère m'a lu un livre sur les chevaliers et les dragons. J'y ai cru. J'ai cru chaque mot. J'ai décidé cette année-là que je deviendrais un chevalier en grandissant. J'ai gardé cette croyance pendant exactement 5 ans. Le jour de mon 12e anniversaire, mon père m'a emmené dans les escaliers de notre maison de la 83e rue et m'a montré ce que nous étions vraiment. Le garçon qui croyait aux chevaliers a fermé les yeux cette nuit-là et s'est endormi. Il ne s'est pas réveillé depuis. Il fit une pause. Il tourna la tige de son verre d'eau d'un quart de tour contre le lin blanc. Jusqu'à il y a 2 ans, quand une jeune femme avec une petite valise a franchi l'entrée du personnel de cette maison et a posé un vase d'hydrangée fraîche sur ma table de petit déjeuner le lundi suivant. Je n'avais pas demandé de fleurs. Personne n'avait mis de fleurs sur cette table depuis 19 ans, depuis la mort de ma mère. Vous l'avez fait sans un mot, et chaque lundi depuis. Les mains de Monica se crispèrent sur ses genoux. « Vous vous êtes souvenu que je ne mange pas de coriandre, dit-il. Vous vous êtes souvenu que je ne parle pas avant 9 heures. Vous vous êtes souvenu que je prends mon café à 185 degrés et pas 1 degré de plus. Vous avez plié une vie autour de moi avec vos mains, Monica. Et vous l'avez fait si discrètement que j'ai failli le manquer. Je ne l'ai pas manqué. J'ai remarqué chaque petite chose. J'ai remarqué pendant 2 ans et je n'ai pas dit un mot. Monsieur Blackwood, Mason. Monsieur Blackwood, s'il vous plaît, vous ne me connaissez pas. Je vous connais mieux que vous ne le pensez, non. Je sais que vous êtes gentil, Monica. Je le sais comme je connais mon propre visage. J'ai été un homme dur pendant longtemps. Et un homme dur peut repérer la différence entre une performance et une personne à 15 pas. Vous n'êtes pas une performance. Vous êtes la seule personne en face de qui je me suis assis dans cette salle à manger en 12 ans que j'ai voulu continuer à avoir en face de moi. Elle commençait très légèrement à trembler. Et j'ai su, dit-il doucement, depuis le 4e mois où vous étiez dans cette maison, que j'étais amoureux de vous. Les bougies vacillèrent. Pendant un long moment,
Monica ne bougea pas. Ses mains étaient si serrées sur ses genoux qu'elle pouvait sentir ses propres ongles à travers le tissu de son pantalon. Derrière son visage, l'agent entraîné exécutait tous les protocoles qu'on lui avait jamais enseignés. Se désengager, réinitialiser, se retirer. Derrière ces protocoles, la femme qu'elle n'avait pas été autorisée à être pendant 2 ans était assise à une table avec un homme qu'elle avait commencé, quelque part vers le 7e mois, à aimer en retour. Elle se leva, la chaise racla contre le parquet. « Je ne peux pas, dit-elle. Je suis désolée. Je ne peux pas. » Elle ne courut pas. Elle marcha rapidement, les épaules droites, comme Sarah Chen lui avait appris à quitter une pièce dans laquelle elle avait trop donné. Elle traversa la salle à manger. Elle traversa le hall. Elle monta les escaliers jusqu'au 3e étage. Derrière elle, dans la salle à manger formelle du domaine Blackwood, Mason était assis seul à une table dressée pour 2, avec une assiette de poulet rôti refroidissant devant lui et la neige tombant silencieusement contre les hautes fenêtres sombres. Elle verrouilla la porte derrière elle. Elle n'alluma pas la lumière. Elle traversa la petite pièce en 4 pas. Elle sortit le téléphone prépayé de sous son oreiller et composa un numéro. Sarah Chen décrocha à la 2e sonnerie. « Reyes, je dois sortir, madame. Ce soir, je dois sortir. Ralentissez. » « Que s'est-il passé? Il me l'a dit. Mason, il m'a tout dit au dîner. Il m'a fait asseoir en face de lui et il m'a dit qu'il était amoureux de moi depuis 20 mois. Et je suis restée assise là et je l'ai laissé le dire et je ne l'ai pas arrêté avant la dernière phrase. Madame, je suis compromise. Je suis compromise. Je ne peux plus faire ce travail. Je vous demande en tant qu'agent de me retirer ce soir. » Une longue pause à l'autre bout du fil. « Reyes, où êtes-vous en ce moment? »« Ma chambre. 3e à l'étage. Porte verrouillée. L'enregistreur est-il en marche? » « Non. »« Bien, laissez-le éteint. Écoutez-moi très attentivement. Vous ne bougez pas ce soir. Vous comprenez? Vous ne faites pas de sac. Vous n'appelez pas de voiture. Vous n'allumez même pas la lumière du couloir. Daniel Cross a une longueur d'avance sur nous depuis 15 ans. Et il a une longueur d'avance sur nous en ce moment. Et si vous faites sauter votre couverture à minuit un mardi, je perds toutes les chances qu'il me reste de découvrir ce qu'il fait vraiment. J'ai besoin de 48 heures. Reyes, restez dans cette chambre. Restez dans cette maison. Je vous ferai sortir d'ici vendredi matin. C'est une promesse. Monica appuya son front contre le froid de la vitre. Madame, le téléphone dans sa main sonna. Pas le prépayé. L'autre, le portable personnel. Le numéro de Daniel sur l'écran. Elle arrêta de respirer. Il m'appelle, madame, en ce moment. Décrochez. Faites-le parler. Mettez le volume. Je suis là. Monica déglutit. Elle posa le téléphone prépayé sur le lit. Écran vers le haut, ligne toujours ouverte. Elle leva le téléphone portable de son autre main. Elle prit la voix d'une jeune sœur fatiguée à 11 heures du soir. « Danny. »« Monica, es-tu seule? »« Oui. »« Écoute-moi très attentivement, ma chérie. Je ne devrais pas passer cet appel. Je le fais quand même parce que je t'aime et parce que je ne laisserai pas ce qui est sur le point de se passer t'arriver. Tu m'écoutes? Je t'écoute. Le bureau va faire une descente au domaine Blackwood. 48 heures, peut-être plus tôt. Une force d'intervention complète. Le District Est a signé les mandats. Acte d'accusation fédérale pour crime organisé. Toute la maison tombe d'un coup. Tu ne peux pas être dedans quand ça arrivera. Elle ne parla pas. Le radiateur sous la fenêtre cliquota une fois. Monica, tu m'as entendu? Comment le sais-tu? Daniel, quoi? Comment sais-tu qu'il y a une descente fédérale dans 48 heures? Tu es procureur. Tu ne diriges pas de force d'intervention. Une petite pause sur la ligne, plus petite que la plupart des gens n'auraient remarqué. Monica la remarqua. Je dirige celle-ci, Monica. Je l'ai demandé. Je la pousse depuis 5 ans et je l'ai enfin. Et je te le dis en tant que ton frère et rien d'autre. Sors de cette maison ce soir. Dis que tu es malade. Tords-toi une cheville. Descends l'allée et appelle-moi du portail et j'aurai une voiture pour toi dans 20 minutes. Tu diriges la descente. Oui. Tu ne m'as pas dit au dîner il y a 2 nuits que tu dirigeais une descente dans 48 heures. Parce que les mandats n'avaient pas encore été signés. Ils ont été signés cet après-midi, Daniel. Oui, alors comment as-tu pu assembler la force d'intervention pour ce soir? Une pause plus longue cette fois. Monica, dit-il, et le ton était différent maintenant, plus doux. Le ton d'un frère persuadant un enfant effrayé de sortir d'un placard. Arrête! Tu as peur et tu es fatigué,
et tu es sous couverture depuis longtemps. J'essaie de te sauver la vie. S'il te plaît, fais un sac. Marche jusqu'au portail. Je t'expliquerai tout dans la voiture. Je te le promets. Bonne nuit, Daniel. Elle raccrocha. Elle resta très immobile dans le noir pendant 5 secondes. Puis elle prit le téléphone prépayé. Madame, j'ai tout entendu. Reyes, il n'a pas eu de rapport de ma part depuis 11 jours. Je me suis tenu à distance. Je me méfie de lui depuis 36 heures. Et il m'appelle d'un numéro que je n'ai pas donné à mes contacts personnels depuis 2 ans et me parle de mandats qui, s'ils existent, ont été signés dans un bâtiment où je travaille. Il a une autre source à l'intérieur de la maison. Oui, madame, trouvez-la ce soir. Discrètement. Et Reyes, madame, sortez toutes les condamnations de Daniel Cross des archives publiques jusqu'en 2020. Absolument toutes. Croisez les mandats, les informateurs, les chaînes de possession. Il fait ça depuis des années à d'autres cibles, et nous l'avons tous applaudi. Je veux savoir ce que nous avons manqué. La ligne se coupa. Monica alluma la lampe de bureau au réglage le plus bas. Elle souleva le faux fond de son ordinateur portable de voyage. Elle ouvrit un nouveau navigateur. Elle commença à taper. Pendant les 4 heures suivantes, dans une petite pièce sombre au 3e étage du domaine Blackwood, tandis que la neige tombait à l'extérieur de sa fenêtre et que l'homme un étage en dessous d'elle était assis seul avec une assiette de poulet froid, l'agent spécial Monica Reyes décortiqua 15 ans de la carrière de son frère. À 4 heures du matin, le schéma était indubitable. Daniel Cross n'avait remporté aucune de ses affaires majeures sur la base des preuves présentées au public. Chacune d'elles avait un témoin qui avait disparu, une chaîne de possession avec un trou de 40 minutes, un informateur qui avait reçu des paiements en espèces 6 mois avant de se retourner. Il n'avait pas poursuivi la mafia. Il l'avait remodelée. À 4h11 du matin, Monica fit la seule chose qu'elle avait juré à sa remise de diplôme de Quantico de ne jamais faire. Elle entra dans les emails de Daniel Cross. Elle avait construit la porte dérobée elle-même il y a 3 ans, un samedi après-midi dans son appartement de Tribeca. Il lui avait demandé de configurer l'authentification à 2 facteurs sur son nouvel ordinateur portable parce qu'il était occupé et fatigué et qu'elle était douée en informatique. Elle l'avait configuré. Elle avait aussi, sur une impulsion silencieuse qu'elle n'avait jamais pu s'expliquer entièrement, planté une clé de récupération sous un alias que seule elle reconnaîtrait. Elle l'avait oublié pendant 36 mois. Elle s'en souvint maintenant. La clé fonctionnait toujours. La boîte de réception se chargea. Elle commença par le haut et remonta. 6 mois de correspondance avec un compte Gmail étiqueté seulement aidé qu'elle n'eut pas besoin de 10 secondes pour identifier. Attaché à l'un de ces messages, un PDF, un contrat. 2 millions de dollars en versements numérotés virés via une société écran aux îles Caïmans appelée Belmont Holdings LLC, payable à Arthur James Donovan, en échange de, je cite, « service de consultation continue concernant l'organisation Blackwood ». Monica lut le document 2 fois. Ses mains ne tremblaient pas. La formation tenait bon. Elle continua de faire défiler. 3 mois en arrière, un dossier intitulé « Opération Récolte ». À l'intérieur, un document de 46 pages, un plan du domaine Blackwood, des points d'entrée marqués pour la force d'intervention fédérale, un calendrier pour la mise en place de preuves avant la descente, 3 pistolets Glock intraçables à déposer dans le coffre-fort de la chambre principale, 2 kilos de cocaïne à déposer dans la cave à vin, un registre manuscrit fabriqué par un faussaire sous contrat dans le Queens pour 40 000 $ à déposer dans le compartiment du plancher du bureau. Le registre devait enregistrer des transactions fictives de trafic, d'extorsion et 4 meurtres sous contrat en 2023. Monica reconnut 2 des noms sur les meurtres. Ils avaient été des informateurs fédéraux vivants. Ils avaient été enterrés dans des affaires sans rapport l'année précédente. Elle continua de faire défiler. Une correspondance avec un autre compte, Vincent Moretti, le chef par intérim de la famille Moretti à Newark, le seul rival sérieux restant de l'organisation Blackwood sur la côte Est. 6 emails sur 4 mois. Le premier proposait une réunion. Le deuxième la confirmait. Le troisième exposait l'arrangement en langage clair. Daniel Cross éliminerait Mason Blackwood par une mise en accusation fédérale. Vincent Moretti absorberait les quais de Long Island, le front de mer de Brooklyn et les 3 intérêts d'Atlantic City. Cross recevrait 25% des revenus post-condamnation, payés via 3 véhicules offshore distincts.
Moretti conserverait le contrôle opérationnel. Daniel Cross ne poursuivait pas la mafia. Il en héritait. La formation de Monica tenait à peine. Elle continua de faire défiler. Elle manqua presque le dernier dossier. Il était enfoui dans un sous-répertoire non marqué de son cloud personnel. Elle le trouva parce que l'horodatage était incorrect. Le dossier avait été modifié 3 heures après le dernier email, mais aucun email n'y faisait référence. Elle cliqua. Il y avait 9 fichiers. Le premier était une photographie de sa mère, Sofia Reyes, 58 ans, prise il y a 6 jours à travers une fenêtre. Sofia était dans un lit d'hôpital au Jackson Memorial à Miami, une canule à oxygène au nez, un livre de poche sur ses genoux. La photo avait été prise de l'autre côté de la cour avec un téléobjectif. La photo suivante était celle du numéro de la chambre. La troisième était celle du parking. La quatrième était une liste des noms de toutes les infirmières de l'équipe de Sofia. La cinquième était l'adresse personnelle du cardiologue principal de Sofia. La sixième était une copie du calendrier de médication de Sofia, y compris les heures précises de son administration intraveineuse. La septième était une image satellite de l'hôpital avec 3 sorties encerclées en rouge. La huitième était un court paragraphe écrit de la main de Daniel. Si Reyes dévie du plan opérationnel, l'actif à Miami doit être neutralisé dans les 90 minutes suivant la confirmation. La neuvième était une seule phrase. « Fais de beaux rêves, Monica. » Elle ferma l'ordinateur portable. Elle ne le ferma pas lentement. Elle le ferma comme une personne ferme une porte sur une pièce en feu. Elle glissa de la chaise sur ses genoux, sur le plancher en bois froid de la petite chambre au 3e étage du domaine Blackwood. Elle ne pleura pas au début. La formation ne le permettait pas. La formation la garda silencieuse pendant presque 1 minute, puis elle se brisa d'un coup et elle pressa ses 2 poings contre sa propre bouche pour que le son ne traverse pas le mur et elle sanglota. 15 ans. Il avait été son frère pendant 15 ans. Il lui avait donné le livre de poche quand elle avait 9 ans. Il l'avait aidé avec ses dossiers d'inscription à l'université quand elle avait 17 ans. Il s'était tenu à ses côtés à Quantico quand elle avait 22 ans et lui avait dit qu'elle était la meilleure chose qui soit jamais sortie de Sainte-Marie. Et dans chacune de ces années, il l'avait mesurée comme un boucher mesure un veau en prévision du jour où il la pointerait sur Mason Blackwood et appuierait sur la gâchette. Il avait utilisé sa mère mourante comme une laisse. Il avait prévu de planter une arme chez l'homme qu'elle aimait. Une partie d'elle qu'elle ne savait pas exister. Une dernière petite partie qui croyait encore que Daniel l'aimait dans un coin de son cœur. Mourut sur le sol de cette chambre à 4h27 du matin. Elle leva la tête. Pendant 2 ans, elle avait porté cette question avec elle dans cette maison. La question que le bureau lui avait donnée le premier jour. Mason Blackwood est-il le monstre que le dossier prétend qu'il est? Ce soir, pour la première fois, la question s'était inversée. Elle regarda de l'autre côté de la pièce sombre, la petite photo encadrée de Sofia sur sa table de chevet, souriante en bonne santé, vivante en 2019, et elle chuchota dans le silence la question qu'elle n'avait pas encore osé poser à voix haute. Lequel d'entre eux, dit-elle, est le monstre? Daniel Cross n'avait pas attendu 48 heures. Il n'avait pas attendu 24. L'appel téléphonique qu'il avait passé à Monica à 11 heures du soir avait été la dernière pièce de l'opération. Au moment où il avait raccroché, le convoi était déjà en route vers le nord depuis Federal Plaza. Des berlines sombres roulant sur l'autoroute de Long Island en 2 colonnes de 3. Feux éteints jusqu'à la sortie de Cold Spring Harbor. À 4 heures du matin, le domaine était encerclé. Le premier son fut celui de l'hélicoptère. Monica l'entendit avant de voir les lumières. Un faible bruit de retour à travers le ciel sombre depuis l'est, montant rapidement, puis un second depuis le sud. Elle était toujours par terre près de son lit. Elle leva la tête. Elle ne bougea pas pendant 3 secondes. Puis la formation revint d'un coup et elle traversa la pièce et tira brusquement le lourd rideau de sa fenêtre. L'allée en contrebas s'était remplie de fer. 12 véhicules déployés en un arc tactique sur le gravier. Des VUS Tactics noirs, 2 ambulances, un camion-caisse avec le sceau de l'unité d'intervention sur les preuves du FBI sur la porte arrière, une file d'agents en gilet pare-balles montant les marches de l'entrée par paires disciplinées, tandis qu'une autre file contournait l'aile et vers l'entrée de la cuisine, et une autre disparaissait dans les jardins pour prendre la porte arrière du personnel. Un haut-parleur crépita. « Bureau fédéral d'investigation. Nous avons un mandat. Ouvrez la porte. » Monica ne bougea pas.
En dessous d'elle, Mason Blackwood était déjà debout dans le hall d'entrée. Il n'avait pas dormi. Il avait été dans le bureau, dans le fauteuil en cuir près de la cheminée froide, un livre sur ses genoux. Il ne lisait plus depuis 1 heure du matin. Il avait entendu les hélicoptères avant le haut-parleur. Il avait marché sans se presser jusqu'à la porte d'entrée. Il avait pris sa veste de costume dans le placard du hall. Il l'avait boutonnée. Il avait ouvert la porte lui-même. 12 armes se levèrent à l'unisson. Mason leva les 2 mains, à hauteur d'épaule, paumes ouvertes, et attendit. À genoux, main derrière la tête. Il se mit à un genou sur le marbre du hall. Il croisa les doigts derrière sa tête. Son visage ne changea pas. Les agents passèrent devant lui en 2 flots, se déployant dans la maison. Des bruits de pas dans les escaliers, des portes défoncées, les cris de pièces sécurisées, se déplaçant de pièce en pièce dans une maison qui n'avait pas entendu une voix s'élever depuis 12 ans. L'homme qui entra en dernier par la porte d'entrée, sans se presser, était Daniel Cross. Il portait un gilet tactique par-dessus un costume bleu marine. L'épingle en argent était toujours à son revers. Il s'arrêta devant Mason sur le marbre et le regarda avec un petit sourire privé. Et pour un instant dans sa vie, Daniel Cross laissa son visage exprimer exactement ce qu'il ressentait. Il s'accroupit, finalement. Il sortit les menottes de sa propre ceinture. Il les cliqua lui-même autour des poignettes de Mason. Il se leva. Il épousseta un grain de poussière invisible de sa manche. Il fit un geste aux 2 agents les plus proches de lui. « Debout, Monsieur Blackwood !» Ils soulevèrent Mason par les coudes. Il se tint droit. Le pull en cachemire qu'il avait porté pour dîner avec Monica la veille était toujours sur lui sous la veste de costume. Les bougies sur cette table de salle à manger n'avaient pas été soufflées. Il y avait une assiette de poulet froid à 6 pièces de là, sur une longue établaille en chêne dressée pour 2. Mason ne parla pas. Il regarda au-delà de Daniel. Il regarda à travers la porte ouverte la file de corps sur les marches de l'entrée et la neige qui soufflait à travers le seuil. Et ses yeux parcoururent le hall une fois, très lentement, et ils s'arrêtèrent sur la silhouette debout au pied du grand escalier. Monica était en tenue tactique, un coupe-vent noir, les 3 lettres jaunes dans le dos, un étui à sa hanche droite. Ses cheveux étaient relevés dans le même chignon simple qu'elle avait porté pendant 2 ans. Elle le regardait, il la regarda. Il n'y eut aucun cri. Il n'y eut aucune lutte. Il n'y eut aucun son de sa part. Il y eut seulement le moment où son visage changea. Quiconque dans ce hall qui avait déjà aimé un autre être humain le reconnut. La façon dont le muscle autour de ses yeux se détendit d'un seul degré. La façon dont ses épaules s'abaissèrent. La façon dont sa bouche s'ouvrit juste légèrement. La façon dont la bouche d'un homme s'ouvre quand on vient de lui dire quelque chose que son esprit ne peut pas encore accepter. 2 ans. 2 ans d'hydrangée fraîche sur une table de petit déjeuner et de café à 185 degrés et une voix douce disant « Bonjour, monsieur. C'était une mission. » Mason Blackwood regarda la femme à qui il avait dit qu'il l'aimait il y a 12 heures dans sa propre salle à manger, et ses yeux s'assombrirent d'une manière que Monica ne les avait jamais vus s'assombrir en 2 ans d'observation. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Les 2 agents le firent tourner par les coudes et le conduisirent vers la porte d'entrée. Il passa à un peu plus d'1 mètre d'elle en sortant. Il ne la regarda plus. Derrière elle, dans le coin ombragé du hall à côté du placard à manteau, Arthur Donovan se tenait les mains dans les poches de son manteau et les yeux fixés sur le sol en marbre, et il ne les leva pas. La neige soufflait à travers la porte ouverte. L'hélicoptère tourna une fois de plus au-dessus des jardins, et Mason Blackwood fut conduit hors de sa propre maison, menotté, dans la blanche matinée d'hiver, tandis que la femme qu'il avait aimée pendant 2 ans le regardait partir, et ne pouvait rien dire qui aurait pu les sauver l'un ou l'autre. Ils le conduisirent à Federal Plaza dans le véhicule de tête du convoi. À 6 heures du matin, Mason Blackwood avait été enregistré, photographié et placé dans la salle d'interrogatoire 4 au 11e étage. À 6h20, son avocate avait été appelé. À 6h35, cet avocate était retenu dans une salle d'attente un étage plus bas pour une formalité procédurale que Daniel Cross avait personnellement approuvée, ce qui achèterait au procureur fédéral environ 90 minutes d'accès non supervisé à la salle d'interrogatoire. Monica utilisa 12 de ces minutes. Elle passa devant la réception à 6h41 dans le même coupe-vent qu'elle avait porté pendant la descente.
Le badge accroché à sa hanche lui ouvrit toutes les portes. L'agent du 11e étage connaissait son visage. Il la conduisit dans la salle d'observation sans poser de questions. Elle resta un moment derrière la vitre sans teint et regarda l'homme de l'autre côté. Mason était assis sur la chaise en métal face à la table. Ses mains étaient menottées au boulon au centre de la surface. On lui avait enlevé sa veste de costume. Le pull en cachemire en dessous semblait, sous la lumière fluorescente, de la couleur de la cendre froide. Il ne bougeait pas. Il ne regardait pas autour de lui. Il fixait le mur juste au-dessus de la porte, comme s'il avait attendu que quelque chose passe par là depuis longtemps. Elle entra. La porte se referma derrière elle. Il ne leva pas les yeux. Mason, rien. Mason, s'il te plaît. Ses yeux bougèrent. Ils se posèrent lentement sur son visage. De la manière dont les yeux d'un homme se posent sur une chose qu'il se force à voir clairement. 2 ans, dit-il. Mason, tu as dormi sous mon toit pendant 2 ans. Sa voix n'était pas forte. C'était pire que fort. C'était la voix d'un homme parlant de très loin, dessous quelque chose de lourd. Et Monica dut s'agripper au dossier de la chaise vide en face de lui pour que ses genoux restent stables. Mason, écoute-moi, s'il te plaît. Je sais à quoi ça ressemble et je te demande de m'écouter pendant 60 secondes. C'est un coup monté. La descente est un coup monté. Les preuves dans ta maison sont plantées. Daniel Cross planifie ça depuis 5 ans. Il a acheté Art il y a 6 mois. Il va planter des armes, de la drogue, un registre. Il ne te poursuit pas. Il prend ton territoire. Mason ne bougea pas. Quel est ton nom? Elle s'arrêta. Mason, ton vrai nom. J'aimerais l'entendre. Les larmes avaient commencé quelque part au milieu de sa dernière phrase, sans sa permission. Elle ne prit pas la peine de les essuyer. Monica Reyes, il absorba l'information. Puis il sourit. C'était une petite expression amère. Disparue presque aussitôt qu'elle était apparue. Au moins, le Monica est vrai. Mason, s'il te plaît, écoute-moi. Quel âge as-tu, Monica Reyes? 24 ans. Depuis combien de temps es-tu au bureau? 3 ans. Et pendant combien de temps ai-je été un cas? Elle ferma les yeux. Depuis le début, un silence s'installa dans la pièce, un silence qui avait un poids, comme de l'eau. Monica s'assit en face de lui. Elle posa ses mains à plat sur la table en métal froid, paume vers le bas, et elle se força à regarder son visage. Mason, je dois te dire ça vite parce que nous n'avons pas de temps. Daniel Cross est mon frère, poste de sang, par 15 ans où il a prétendu en être un. Il m'a sorti d'un orphelinat dans le Bronx. Il m'a poussé à entrer au bureau. Il a recommandé mon nom à mon agent de liaison pour l'opération Blackwood il y a 2 ans. Je ne savais rien de tout ça jusqu'à ce soir. Ce soir, je suis allé dans ses emails. Ce soir, j'ai trouvé un contrat payant Art Donovan 2 millions de dollars. Ce soir, j'ai trouvé un plan de 46 pages pour ce qui est en train d'être planté dans ta maison à cette minute exacte. Ce soir, j'ai trouvé un accord qu'il a conclu avec Vincent Moretti pour se partager ton territoire après ta condamnation. Ce soir, j'ai trouvé un dossier sur ma mère dans un hôpital de Miami avec l'instruction de la faire tuer si je déviais du plan. Les yeux de Mason ne quittèrent pas son visage. « Ma mère est en train de mourir d'une insuffisance cardiaque, dit-elle. Il lui reste des mois. Il allait l'utiliser comme un bâton sur un chien. Il me pointe sur toi depuis 15 ans. Je ne savais pas. Mason, je ne savais pas. » Un long silence. Mason la regarda pendant un très long moment. « Je te crois. » Elle se figea. « Quoi? Je te crois, Monica Reyes. »« Comment? » chuchota-t-elle. « Comment peux-tu me croire? Tu as toutes les raisons du monde en ce moment de me cracher au visage. »« Comment? » Il se pencha en avant aussi loin que les menottes le lui permettaient. Le métal cliqueta une fois contre le boulon de la table. « Parce que je t'ai observé pendant 2 ans, dit-il. Et je connais la différence entre une personne et une performance. Je te l'ai dit hier soir. Je le pensais hier soir. Je le pense maintenant. Tu es beaucoup de choses, Monica Reyes. Tu es un agent. Tu es une menteuse. Tu as dormi sous mon toit et tu as fait des rapports sur moi pendant 724 jours. Mais tu n'es pas une tueuse. Et quoi que tu aies fait d'autre, tu n'as pas planté une arme dans mon bureau il y a 3 heures. Il l'a fait, et tu es venu ici pour me le dire. C'est la seule chose qui compte. » Elle mit son visage dans ses mains. Il la laissa faire pendant 10 secondes. Puis il prononça son nom doucement, comme il n'avait pas été autorisé à le dire depuis 2 ans. « Monica. » Elle leva les yeux.
Combien de temps avons-nous avant que Cross ne passe cette porte? Peut-être 1 heure, peut-être moins. Alors écoute-moi très attentivement, dit Mason Blackwood, parce que je vais te dire exactement comment je vais te faire sortir de ce bâtiment vivant. Mason ne perdit pas l'heure. Ouvre la porte une fois, dit-il. Juste une fois. Dis à l'agent dans le couloir que mon avocat a demandé l'accès. Son nom est Howard Klein. Il est dans la salle d'attente au 10e. Dis-leur que je refuse de faire une déclaration sans lui et que j'ai invoqué. Ils doivent le laisser monter. Cross peut le retarder sur des détails techniques, mais il ne peut pas légalement l'enterrer pendant plus de 2 heures et nous sommes déjà dans la fenêtre de temps. Mason, fais-le maintenant. Monica. Elle se leva. Elle se dirigea vers la porte. Elle sortit dans le couloir. Elle dit 7 mots à l'agent de service et rentra. 3 minutes plus tard, on frappa doucement et Howard Klein entra dans la salle d'interrogatoire 4 avec un porte-document en cuir sous le bras et le genre de visage qui n'avait enregistré de surprise pour rien depuis 40 ans. Klein regarda une fois Monica. Klein regarda une fois Mason. Il comprit tout l'arrangement en moins d'1 seconde, comme le font les bons avocats, et il s'assit à la table, ouvrit le porte-document et posa un bloc-notes vierge au centre, comme s'il avait été appelé pour prendre des notes sur une déposition. Monsieur Blackwood, Howard, écoutez attentivement. Je vais vous donner une adresse. Je vais vous la donner à voix haute une seule fois. Vous ne l'écrirez pas, vous la mémoriserez. Vous écrirez ensuite une adresse différente sur ce bloc-notes de votre propre écriture et vous glisserez le bloc-notes à l'agent Reyes en vous levant pour partir. Sommes-nous clairs? Crystal. Mason récita une séquence de 7 mots. Un nom de route, une petite ville dans le nord du Vermont, un numéro de boîte postale d'un service de courrier privé qui recevait des livraisons pour une propriété à 40 minutes de là. Klein ne s'y pas. Et le leur? N'importe où dans le Connecticut. Choisissez une ville avec 2 lettres en commun. Rendez-la convaincante. Klein écrivit sur le bloc-notes. Il passa 30 secondes à écrire. Il reboucha son stylo. Il se leva. Il glissa le bloc-notes sur la table en métal vers Monica avec le mouvement délibéré et sans hâte d'un homme livrant une correspondance légale à un agent fédéral dans le cadre de la défense de son client. Agent Reyes. Elle prit le bloc-notes. Elle lut la première feuille, qui nommait une ville du Connecticut où elle n'était jamais allée. Elle ne quitta pas la page des yeux jusqu'à ce que Klein ait récupéré son porte-document, dit 3 autres phrases de non-sens juridique absolu à la pièce pour le bénéfice de tout microphone dissimulé, et soit ressorti dans le couloir. La porte se referma. Mason se pencha en avant. « L'adresse dans ta tête est la seule qui compte, » dit-il doucement. « C'est une ferme. Il y a déjà 2 hommes là-bas. Ils y sont depuis que tu es entré dans ce bâtiment il y a 40 minutes. Ils connaissent ton visage d'après une photo que je leur ai donnée il y a 18 mois, au cas où quelque chose dans ce monde tournerait mal et que tu aurais besoin d'un toit où tu pourrais entrer sans question. Tu arriveras ce soir avant minuit. Tu y resteras jusqu'à ce que tu aies de mes nouvelles. Tu n'appelleras personne. Tu ne feras pas de rapport. Tu ne contacteras pas Sarah Chen avant que je te dise que c'est sûr, car il y a au moins une autre fuite dans son bureau de terrain et je ne sais pas encore sur quel bureau elle se trouve. Mason, écoute. Mason, selon tes propres règles, tu es censé me mettre une balle derrière l'oreille dans un parking ce soir. Il la regarda un long moment. Mes règles, dit-il, sont mes règles, Monica. Et mes règles sont que je te protège. Elle se mit à pleurer. Elle ne prit pas la peine de l'arrêter cette fois. Ça sortit d'elle en un seul souffle rauque qu'elle étouffa en pressant sa manche contre sa bouche. Mason la regarda de l'autre côté de la table et ne tendit pas la main vers elle. Il n'aurait pas pu l'attendre s'il l'avait voulu. Ses poignets étaient toujours menottés au boulon. La lumière fluorescente bourdonnait au-dessus d'eux. Quelque part dans le couloir, un téléphone sonna 2 fois et s'arrêta. « Tu vas sortir de cette pièce dans 2 minutes, dit-il. Tu vas marcher droit vers l'ascenseur. Tu ne vas pas prendre de réunion. Tu ne vas pas vider un bureau. Tu vas laisser ce coupe-vent sur la chaise de ton bureau. Tu vas prendre la sortie de service du côté et du bâtiment. Tu vas prendre un taxi jaune sur Worth Street et tu vas prendre ce taxi jusqu'à Penn Station et acheter un billet papier en espèces pour Burlington sur le train de 11h15. De là, tu vas vers le nord. De là, tu n'appelles personne sauf un numéro que je vais te faire mémoriser. Et tu ne l'appelles que si tu saignes. Mason, répète-moi le numéro. 5 fois. Il lui donna le numéro. Elle le répéta 5 fois. Bien. Elle se leva.
Elle ne savait pas comment quitter la pièce. Elle avait été formée pour 200 types de départ, et aucun d'eux n'incluait celui-ci. Elle arriva à la porte. Elle posa la main sur la poignée. Reyes. Elle se tourna. Il la regardait de l'autre côté de la table avec les menottes au poignet et le pull en cachemire couleur cendre froide, et un visage qui avait enfin laissé toute la vérité de 2 ans monter en lui. « Si nous ne nous revoyons pas, » dit Mason Blackwood, « je ne suis pas désolé. 2 ans avec toi dans ma maison a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je veux que ce soit dit à voix haute dans une pièce avec un microphone pour que ni l'un ni l'autre ne puisse jamais le reprendre. » Elle ne pouvait pas parler. Elle hocha la tête une fois. Elle ouvrit la porte. Elle descendit le couloir vers l'ascenseur sans se retourner, et les larmes coulaient sans contrôle sur son visage. Et elle sut avec une clarté froide et absolue qu'elle n'allait pas dans une ferme du Vermont. Elle retournait à Long Island parce qu'il restait exactement une personne au monde qui pouvait prouver ce que Daniel Cross avait fait à Mason Blackwood. Et il était assis dans un bureau avec un verre de bourbon à 6h58 du matin et son nom était Arthur Donovan. Elle acheta le billet pour Burlington. Elle acheta aussi un deuxième billet en espèces à un autre guichet pour une ville du nord de l'État de New York qu'elle n'avait aucune intention de visiter. Elle laissa le talon du billet pour Burlington dans la poubelle à l'extérieur de la sortie de la 8e avenue de Penn Station, exactement là où une équipe de surveillance compétente le trouverait dans les 20 minutes. Puis elle marcha 4 pâtés de maison vers l'est dans la neige, paya un homme $200 pour les clés d'une Toyota Corolla garée dans un garage longue durée sur la 28e rue, et roula vers l'est sur l'autoroute de Long Island avec le chauffage éteint et ses mains froides sur le volant. Elle arriva aux portes du domaine Blackwood à 11h43 du soir. Les scellés fédéraux étaient toujours sur la porte d'entrée, du ruban jaune, un véhicule de patrouille dans l'allée, un agent sur le siège avant buvant du café, la tête baissée sur son téléphone. Monica n'approcha pas de l'avant de la maison. Elle passa devant les portes, gara la Corolla à un demi-mile sur la route dans un ponceau et revint à pied à travers les bois derrière l'aile est. La porte du jardinier près de la roseraie était déverrouillée depuis 2 ans pour le personnel qui sortait des poubelles le matin. Elle l'avait déverrouillée 1100 fois. Elle la déverrouilla de nouveau maintenant. La porte de la cuisine était scellée. La porte du personnel ne l'était pas. Elle se glissa à l'intérieur. La maison était sombre. Elle monta l'escalier de service jusqu'au 2e étage en silence. La porte du bureau au bout du couloir laissait passer une fine ligne de lumière jaune le long du bas. Quelqu'un était réveillé. Quelqu'un était réveillé depuis des heures. Elle dégaina son arme de service. Elle poussa la porte avec la pointe de sa botte. Arthur Donovan était à genoux derrière le bureau de Mason. Il avait ouvert le compartiment du plancher que l'équipe des preuves fédérales avait vidé ce matin-là. Il était en train de ranger le contenu de 3 coffres-forts privés dans un sac de sport noir. Le sac était presque plein. À côté de lui, sur le tapis, se trouvait une pile de registres rouges, un portefeuille en cuir que Monica n'avait jamais vu, et une seule enveloppe scellée avec l'écriture de Mason sur le devant. Il leva les yeux. Il ne chercha pas d'arme. Il s'assit sur ses talons et laissa tomber ses épaules, et le sac cessa de bouger. Et il la regarda de l'autre côté du bureau avec les yeux d'un homme qui attendait depuis 6 mois que quelqu'un passe à cette époque. Monica, ne m'appelez pas comme ça. Agent Reyes. Mieux. Elle entra dans la pièce. Elle ferma la porte derrière elle. Elle ne baissa pas l'arme. 2 millions de dollars, dit-elle. Il ne répondit pas. Un versement numéroté via une société écran aux îles Caïmans appelée Belmont Holdings, de la part de Daniel Cross, pour des informations sur un homme qui vous a sorti de rien quand vous aviez 32 ans, qui vous a mis un toit sur la tête, qui a payé les funérailles de votre femme et qui a tenu votre fils quand il était bébé. 2 millions de dollars, Art. Vous l'avez vendu au poids. Le visage d'Art se brisa d'une manière qu'elle n'avait jamais vue sur le visage d'un homme. J'ai un garçon. Je sais pour Liam. Héroïne, dit-il doucement. 3 ans. Il avait 25 ans quand ça a commencé. Il en a 28 maintenant. Et il ne reste plus rien de lui. Le bon traitement, celui de Belmont, coûte 40 000 $ par mois. Hey Jean, je ne gagne pas 40 000 $ par mois avec Mason. Je n'ai jamais gagné cet argent. Daniel est venu me voir dans un bar en juin dernier et il m'a dit qu'il pouvait mettre mon fils dans cet établissement. Il a dit qu'il paierait pour tout. Il a dit qu'il ne voulait qu'une chose. Vous aimiez Mason comme un fils.
Oui, et vous l'avez vendu quand même, parce que Liam est mon sang, agent. Et j'étais faible. J'étais si faible. Monica ne baissa pas l'arme, mais elle laissa le canon descendre d'un degré vers le sol. Ah, regardez-moi, regardez-moi, il regarda. Je vais vous donner un choix maintenant. Et c'est le dernier choix que vous ferez dans votre vie qui ait un sens. Vous pouvez finir de faire ce sac et fuir. Et Daniel vous trouvera dans 3 semaines dans le pays que vous aurez choisi. Et il mettra une balle dans la tête de votre fils devant vous avant de vous en mettre une. Ou vous pouvez vous asseoir à ce bureau et m'écrire une déclaration sous serment ce soir. Chaque réunion, chaque paiement, chaque email, chaque mot sorti de la bouche de Daniel Cross dont vous vous souvenez, de votre propre écriture signée et datée. Et vous pouvez me donner tout ce que vous avez gardé parce que vous avez gardé quelque chose. Art. Un homme comme vous garde toujours quelque chose. Il la fixa. Puis, très lentement, sa main droite alla dans la poche de poitrine de son manteau. Il en sortit une petite clé USB noire. Il la posa sur le coin du bureau entre eux. Tout, dit-il. 6 mois d'email, l'audio de 3 des réunions, des copies des virements, des photos du contrat, les noms des 2 faussaires du Queen qui ont fabriqué le registre qu'ils ont planté dans cette pièce. Si vous pouvez me garder en vie assez longtemps pour l'apporter à un tribunal fédéral, agent, cette clé met Daniel Cross dans une cellule pour 30 ans. Monica tendit la main, ses doigts se refermèrent sur la clé. La porte du bureau s'ouvrit violemment derrière elle. Elle se tourna. Daniel Cross se tenait dans l'embrasure de la porte, dans un pardessus bleu marine, de la neige sur les épaules, une expression douce et satisfaite sur le visage. Derrière lui, déployés en un demi-cercle lâche dans le couloir, se tenaient 4 hommes en manteau sombre avec les longues formes de pistolets mitrailleurs sous leurs revers ouverts. « Bonjour, petite sœur, dit-il. Je te suis depuis que tu es sortie de Federal Plaza, dit Daniel. Il fit un pas dans le bureau. Il ne dégaina pas d'armes. Il n'en avait pas besoin. Les 4 hommes derrière lui gardaient leurs mains rentrées dans leurs manteaux ouverts, et les longues formes sous la laine faisaient tout le travail d'une phrase. Le taxi sur Worth Street, la voiture dans le garage longue durée, le billet pour Burlington, le talon leurre dans la poubelle à l'extérieur de Penn. Mignon, j'ai presque respecté ça. J'avais 3 équipes en l'air au moment où tu as atteint l'autoroute. Il lui sourit avec le même sourire qu'il lui avait adressé de l'autre côté de la table chez Lucius. Tu pensais vraiment que tu allais entrer dans cette maison et en sortir avec lui vivant? Monica ne baissa pas l'arme. Art bougea. C'était un petit mouvement. Le mouvement d'un vieil homme se relevant de ses genoux derrière un bureau dans une étude où il s'était tenu pendant 30 ans. Il ne se leva pas complètement. Il se mit à un genou. Sa main droite sortit de son manteau avec un revolver à canon court. Il l'avait au niveau de la poitrine de Daniel en moins d'1 seconde. Daniel ne sourcilla même pas. L'homme à sa gauche tira 2 fois. Le corps d'Art sursauta 1 fois contre le côté du bureau. Le revolver tomba de ses doigts, rebondit contre le pied de la chaise et s'immobilisa, pointé vers lui. Il glissa le long du bureau jusqu'au tapis, une main toujours pressée sur son sternum, et ses yeux trouvèrent Monica de l'autre côté de la pièce, et ils se fixèrent. « Mason, chuchota-t-il, pardonne-moi. » Il mourut la tête contre le pied de la chaise. Daniel n'avait pas bougé. « Pose l'arme sur le bureau, agent. » Elle ne le fit pas. « Je vais compter jusqu'à 3. Les hommes derrière moi te tireront dans la rotule. Nous te sortirons ensuite de cette maison de toute façon, et les 8 prochaines heures de ta vie seront considérablement pires. 1. Elle posa l'arme de service sur le bureau. La clé USB était toujours dans sa main gauche. Ça aussi. Elle la posa à côté de l'arme. 2 des hommes traversèrent le bureau. L'un d'eux glissa la clé dans la poche de son manteau. L'autre retourna Monica et lui attacha les poignets derrière le dos avec des menottes en plastique, assez fortes pour que le plastique lui coupe la peau en 10 secondes. Elle ne fit aucun bruit. Elle respira 1 fois par le nez, lentement, et regarda son frère par-dessus son épaule. « Où est ma mère, Daniel? » Exactement là où elle est depuis 6 semaines, Monica, dans un lit d'hôpital à Miami. Elle y restera vivante et respirant tant que tu feras exactement ce que je te dis pendant les 2 prochaines heures. Il passa devant elle. Il regarda Art sur le tapis. Quel gâchis! Il toucha le corps 1 fois avec sa chaussure. Amenez-la. Ils la firent sortir du bureau, passèrent devant le corps, descendirent les escaliers de service, traversèrent la cuisine,
sortirent par la porte du personnel dans la neige. Ils la mirent à l'arrière d'un VUS noir. Ils la conduisirent vers l'ouest sur l'autoroute pendant 40 minutes, puis vers le sud par le tunnel de Battery et vers l'est le long du front de mer de Brooklyn. Et à 2 heures du matin, le VUS s'arrêta dans la baie de chargement d'un long entrepôt bas sur Beard Street, avec les fenêtres peintes en noir et les mots South Harbor Holdings pochoirés en peinture blanche écaillée au-dessus de la porte. Les portes se refermèrent derrière eux. À l'intérieur, l'entrepôt était éclairé par 2 rangées de lampes de travail montées sur des trépieds. Le sol en béton était taché. Il y avait une chaise pliante en métal au milieu de l'espace ouvert. Ils l'y firent asseoir. Ils coupèrent les menottes en plastique et les remplacèrent par une corde en nylon enroulée autour de sa poitrine et de ses bras, en 4 tours. Daniel sortit un téléphone portable de son manteau. Il tapota l'écran. Il mit le haut-parleur. Ça sonna 2 fois. Mason décrocha. Cross, il avait été libéré sous caution à 1 heure du matin. Howard Klein avait remporté une audience de cautionnement de 4 heures devant un magistrat qui devait une faveur au cabinet depuis 2017. Mason était assis à l'arrière d'une berline sur le pont de Manhattan quand l'appel arriva. « Monsieur Blackwood, j'ai votre fille. » Un silence. « Je suis à l'entrepôt de South Harbor sur Beard Street. Vous le connaissez. Il vous appartenait. L'échange est simple. Toute l'organisation Blackwood contre un agent fédéral de 24 ans. Je veux des documents de transfert signés. Je veux les comptes offshore. Je veux les titres de propriété, les sociétés écrans, les contrats des quais, les syndicats, les paris d'Atlantic City, tout, dans un porte-document en cuir dans vos mains. Vous avez 90 minutes. Vous venez seul. Vous venez non armé. Vous venez à pied sur les 100 derniers mètres pour que je puisse vous voir dans les projecteurs. Si je vois un de vos hommes dans un rayon de 4 pâtés de maison, je lui mets 2 balles dans l'artère fémorale et je la jette dans l'East River avant que l'ambulance n'arrive. Mason ne marqua aucune pause. D'accord. Monica se tordit contre la corde. Mason. Sa voix craqua à travers l'entrepôt, dans le téléphone, dans l'air froid. Mason, ne fais pas ça. Je ne le vaux pas. Ne fais pas ça. Je ne suis qu'une personne. Mason, écoute-moi. Je ne suis pas. Daniel mit fin à l'appel. Il glissa le téléphone dans son manteau. Il se tourna vers elle dans la lueur blanche des lampes de travail et sourit du petit sourire privé qu'il lui avait adressé de l'autre côté de son verre de vin 48 heures auparavant. Dans une autre ville, dans une autre vie. Tu l'as toujours valu, Monica, dit-il doucement. C'est la partie que tu n'as jamais comprise. Mason arriva à pied du coin de Beard et d'Oswego. Il avait marché les 4 derniers pâtés de maison seul dans la neige, dans un pardessus noir avec un porte-document en cuir sous le bras droit. Pas de chauffeur, pas d'homme, pas d'armes. Il avait dit à Howard Klein à l'arrière de la berline de faire demi-tour au pont Verrazano. Il avait dit aux 2 soldats qui attendaient à l'entrepôt de Van Brunt de se retirer. Il avait dit à son propre garde du corps, un homme tranquille nommé Frank, qui était à ses côtés depuis 11 ans, de rentrer chez lui et d'appeler sa femme. Il entra dans la lumière des projecteurs de la baie de chargement à 3h18 du matin. La porte de la baie s'ouvrit. Il entra. Les lampes de travail le frappèrent de plein fouet. Il ne la vit pas au début. Il pouvait voir la chaise pliante en métal et la corde et la silhouette sombre de Daniel Cross debout à 1,20 m à droite, avec les 2 mains dans les poches de son manteau. Il pouvait voir les 4 hommes dans les coins. Il ne vit son visage que lorsque ses yeux s'habituèrent. Et quand ce fut le cas, Monica le regardait de l'autre côté de 12 mètres de béton taché, et elle secouait la tête une fois, lentement. Non, sur la ligne, Monsieur Blackwood. Il y avait une bande de ruban jaune sur le sol à 6 mètres. Il s'arrêta dessus, posa le porte-document. Posez-le sur le béton. Reculez. Il recula. Daniel se dirigea vers le porte-document. Il s'accroupit. Il l'ouvrit. Il parcourut les documents de transfert avec l'attention sans hâte d'un homme vérifiant des reçus. Des signatures sur chaque page, des sceaux de notaire d'un service que Howard Klein gardait sous contrat dans le Queens. Des numéros de compte, des instructions de virement, des titres de propriété de 3 bâtiments à Manhattan, 2 à Atlantic City, 11 à Brooklyn. L'héritage complet de 3 générations de Blackwood, cédé en 71 minutes par la seule personne légalement capable de le signer. Daniel ferma le porte-document. Il se leva. Il sourit.
Vous savez, dit-il, j'attends ce moment depuis 20 ans. Mason ne répondit pas. Vous ne savez pas qui je suis. Pas vraiment. Vous connaissez mon nom. Vous connaissez mon titre. Vous ne connaissez pas le nom de mon père. Daniel sortit un Glock de l'intérieur de son manteau. Il ne le pointa pas encore. Il le laissa pendre à son côté. Le nom de mon père était Salvatore Caruso. Il dirigeait les paris de l'Est de Brooklyn pendant 19 ans. Il est mort en 1996 dans une cellule à Otisville, prison fédérale, d'un anévrisme à l'âge de 41 ans. Il est mort là-bas parce qu'en 1993, votre père, Theodore Blackwood, est entré dans un tribunal fédéral avec un porte-document en cuir pas très différent de celui-là, et il a donné au procureur des États-Unis 3 registres, 2 appels téléphoniques enregistrés et le nom d'un informateur au sein de l'organisation de mon père. Votre père a acheté 10 ans d'opérations propres en enterrant le mien. J'avais 14 ans quand ma mère me l'a dit. Je suis entré en fac de droit l'année suivante. Il leva le Glock, et nous voilà. Monica se tordit contre la corde. Daniel ne la regarda pas. Il garda les yeux sur Mason. Pour mémoire, Monsieur Blackwood, je n'ai jamais eu l'intention de la laisser vivre. Le plan a toujours été l'entrepôt. Le plan a toujours été que vous entriez ici avec ce porte-document. Le plan a toujours été 2 corps sur le sol et une mise en accusation fédérale d'un chef mafieux mort pour l'enlèvement et le meurtre d'un agent fédéral. Je récupère le territoire. Je fais la une des journaux. Je remets le nom de mon père dans le bon registre. Il arma le pistolet. Il visa. L'homme à la gauche de Monica avait laissé le canon de son pistolet mitrailleur baisser de 5 cm au cours des 60 dernières secondes, comme le font les hommes qui tiennent une arme à niveau pendant 40 minutes et pensent que le spectacle est presque terminé. L'arme de service dans son étui de ceinture était un Sig Sauer P 226. Monica travaillait son poignet droit contre l'intérieur de la corde depuis 9 minutes. Elle avait 7 ou 8 cm de jeu. Elle n'avait pas besoin de plus. Sa main droite se libéra. Elle étendit la main. Elle étira le cycle de l'aiguille de l'homme en un seul mouvement et elle étira avant qu'il n'ait le temps de tourner la tête. 2 coups de feu éclatèrent dans l'entrepôt au même instant. La balle de Daniel attrapa Mason haut dans l'épaule gauche et le fit tourner d'un quart de tour contre le sol en béton. La balle de Monica attrapa Daniel Cross au-dessus de l'arête du nez. Il tomba en arrière. Le porte-document était toujours dans sa main gauche quand ses épaules heurtèrent le sol. Le Glock dérapa sur 1,80 m à travers le béton et s'arrêta contre une poutre de soutien en acier. Les 4 hommes dans les coins se figèrent pendant la demi-seconde qu'il fallut à tous les autres hommes de l'entrepôt pour réaliser que le chef était mort et que le contrat était nul. Et dans cette demi-seconde, les portes de la baie aux 2 extrémités du bâtiment explosèrent vers l'intérieur et 20 agents fédéraux en tenue tactique se déversèrent dans la pièce. FBI, lâchez-les! Lâchez-les! À terre, Sarah Chen était à 3 mètres derrière la première pile. L'émetteur dans le talon de la botte gauche de Monica, celui qu'elle avait activé à l'arrière de la Toyota Corolla sur l'autoroute de Long Island 4 heures plus tôt, avait donné au bureau de New York l'adresse de l'entrepôt à 1h52 du matin et un flux audio en direct de chaque mot que Daniel Cross avait prononcé depuis. Monica ne vit rien de tout ça. Elle avait déjà enlevé le reste de la corde, traversé le béton et s'était laissée tomber à genoux à côté de Mason. Et ses mains étaient pressées contre le trou humide et chaud dans le cachemire de son pull, et elle disait les 2 mêmes mots encore et encore. « Je suis désolé. Je suis désolé. » Il ouvrit les yeux. Il tendit la main. Il lui prit le côté du visage avec sa main droite. « Tu as choisi, Monica. Mason, tu as choisi. C'est la seule chose qui compte. » Il l'attira vers lui et pressa sa bouche, sèche, chaude et tremblante, contre son front. Les ambulanciers les atteignirent 11 secondes plus tard. 6 mois plus tard, l'Atlantique était de la couleur du nouvel étain à 7 heures du matin. La ville était Charleston, en Caroline du Sud. La rue était une rue étroite près d'East Bay, à 2 pâtés de maisons du port, où les vieux pavés montaient et descendaient comme le dos d'un animal endormi sous un soleil jaune bas. Le café était petit, 8 tables, une cloche au-dessus de la porte, une fenêtre qui donnait sur l'eau. Beaucoup de choses s'étaient noissées au cours de ces 6 mois. L'organisation Blackwood, vieille de 3 générations et construite sur 2 continents, avait été démantelée par l'homme qui en avait hérité.
Mason avait passé les 8 premières semaines après l'entrepôt dans un lit d'hôpital à Mount Sinai, son épaule gauche reconstruite par un chirurgien que Howard Klein avait fait venir de Houston. Il avait passé les 8 semaines suivantes à signer des papiers. Les contrats des quais avaient été vendus à une compagnie maritime norvégienne. Les intérêts d'Atlantic City avaient été liquidés au profit d'une fiducie caritative au nom de sa mère, Eleanor Blackwood, qui finançait désormais 3 services de cardiologie pédiatrique dans le Queens. Le domaine de Long Island avait été cédé à une fondation qui plaçait des enfants en famille d'accueil dans des programmes d'été dans le nord de l'État. Les propriétés du front de mer de Brooklyn, absolument toutes, étaient maintenant des entrepôts pour une banque alimentaire à but non lucratif qui nourrissait 42 000 familles par mois. Le nom Blackwood ne restait que sur 3 choses. Une entreprise d'import-export propre dans le New Jersey, un petit vignoble dans les Finger Lakes et une seule ligne dans un accord de coopération fédérale scellé par ordonnance du tribunal qui avait valu à Mason une immunité totale en échange de son témoignage contre les lieutenants survivants du syndicat Caruso. Il n'était plus un patron. Il était un homme avec un vignoble, une cicatrice sur l'épaule et une cicatrice plus petite sur le poignet droit, là où les menottes l'avaient coupé dans une salle d'interrogatoire fédérale un matin froid de décembre précédent. Monica avait démissionné du bureau 2 jours après l'entrepôt. Elle s'était envolée pour Miami dans le même avion qui avait transporté les médicaments de sa mère. Elle avait passé 5 mois dans un petit appartement à 4 pâtés de maison de Jackson Memorial, lisant à haute voix à Sophia Reyes chaque soir à partir d'une pile de livres de poche que Sophia avait gardée depuis 1997. Sophia était morte dans son sommeil un dimanche de mai, les fenêtres ouvertes sur les bougainvilliers et ses mains encore chaudes dans celles de Monica. Il n'y avait pas eu de douleur à la fin. Il y avait eu du temps pour tout ce qui devait être dit. Après les funérailles, Monica avait roulé vers le nord le long de la côte dans une Subaru d'occasion, avec une seule valise à l'arrière. Elle s'était arrêtée à Charleston parce que la lumière sur l'eau avait ressemblé, un instant en fin d'après-midi, à quelque chose qu'elle se souvenait d'une photo sur la table de chevet de sa mère. Elle avait pris un petit appartement au-dessus d'une librairie. Elle avait acheté un vélo d'occasion. Elle avait recommencé à lire des romans pour la première fois en 3 ans. Le café était l'endroit où elle venait le samedi matin. Elle était maintenant assise près de la fenêtre, poule blanc, cheveux attachés dans le même chignon simple qu'elle avait porté pendant 2 ans dans une autre vie. Un livre de poche ouvert sur ses genoux, une tasse de café à moitié bu, refroidissant sur la table. La cloche au-dessus de la porte tinta. Elle leva les yeux. Mason se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtu d'une simple chemise blanche, d'un pantalon sombre et d'une veste en cuir qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. Il avait perdu 5 kilos. Ses cheveux étaient un peu plus longs aux tempes. La petite ligne blanche de la cicatrice sur son poignet droit était visible au poignet de la veste. Il tenait un bouquet de fleurs sauvages nouées, du genre qui pousse le long des routes marécageuses à l'extérieur de la ville, bleues, jaunes et petites. Il traversa le café. Il s'arrêta à sa table. Il posa les fleurs sauvages à côté de sa tasse de café. Monica Reyes, Mason Blackwood. Il tira la chaise en face d'elle. Il ne s'assit pas encore. Il la regarda un long moment dans la lumière jaune du matin qui entrait par la fenêtre, et le coin de sa bouche se souleva comme elle l'avait vu se soulever exactement une fois auparavant, le matin où il lui avait demandé des nouvelles de sa mère dans une cuisine bien au nord de celle-ci. « J'ai entendu dire, dit-il, que vous cherchez un jardinier pour cette nouvelle maison que vous avez. » Elle ferma le livre sur ses genoux. « Êtes-vous doué? Terrible. Ce n'est pas encourageant, mais je peux apprendre. » Elle se leva. Elle ne dit rien d'autre. Elle contourna la petite table, s'approcha de lui et passa ses 2 bras autour de ses côtes avec précaution, de la manière dont une femme tient un homme qui guérit encore de son épaule gauche. Il enroula son bras valide autour d'elle et pressa son visage dans ses cheveux. Ils restèrent ainsi longtemps au milieu d'un café ordinaire, un samedi ordinaire à Charleston, et la femme derrière le comptoir essuya une soucoupe et fit semblant de ne pas regarder, et la cloche au-dessus de la porte ne sonna pas une seule fois pendant 10 bonnes minutes. Ils n'étaient pas un chef mafieux et un agent fédéral. Ils étaient 2 personnes dans un café au bord de la mer. 2 ans de silence, une balle, un choix, et maintenant, enfin, pour toujours. Chers amis, si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre,
Veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo, vous abonner à notre chaîne et la partager avec quelqu'un que vous aimez. Cela signifie vraiment beaucoup pour nous et cela nous aide à continuer à raconter des histoires qui essaient de trouver la lumière dans les endroits sombres. Qu'avez-vous ressenti en écoutant? Le silence de Mason vous a-t-il rappelé quelqu'un dans votre propre vie? Quelqu'un qui vous a aimé en silence pendant longtemps et n'a jamais trouvé les mots? Le courage de Monica à l'entrepôt vous a-t-il rappelé un choix que vous avez dû faire un jour entre la sécurité et la vérité? Nous aimerions beaucoup connaître vos pensées. Veuillez les laisser un commentaire ci-dessous et nous dire ce que cette histoire a signifié pour vous et ce que vous auriez fait à leur place. Chaque commentaire est lu. Chaque voix compte ici. La leçon cachée dans cette histoire est simple. Nous passons une si grande partie de nos vies à attendre le moment parfait pour dire ce que nous avons sur le cœur, pour pardonner à quelqu'un, pour faire la paix avec un parent, pour dire à une autre personne qu'elle nous a changé. Mason a failli attendre trop longtemps. Beaucoup d'entre nous le font. Les personnes que nous aimons ne nous sont pas promises pour demain. S'il y a une phrase que vous portez dans votre cœur, ceci est un doux rappel de la prononcer tant qu'il est encore temps. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Nous espérons que cette histoire vous a apporté un moment de chaleur lors d'une journée difficile. Que votre santé soit forte, que votre foyer soit paisible et que chaque matin vous apporte quelque chose de doux au réveil. Jusqu'à la prochaine histoire, prenez soin de vous et des personnes qui vous entourent. Au revoir pour l'instant et nous nous retrouverons dans la prochaine.